et d'insister un peu sur quelques petites pratiques que vous allez entendre ou vivre dans votre quotidien à terme, si vous avez la chance de travailler en agilité. Je vais lancer ça. Hop. Donc ça, c'est ma présentation que j'ai sur mon CV Weavy, en gros. Voilà, ça fait 4 ans que je travaille, donc je suis PO, j'ai une grosse sensibilité produit au global. On dit de moi que je suis un coach qui n'est pas du tout en toge, donc ça veut dire que je suis pas du tout dans les préceptes, etc., et que je suis capable de tordre un peu quelques principes pour arriver à un objectif. Et en fait, je suis surtout spécialisé dans l'accompagnement d'équipe et un petit peu dans les transformations, on va dire, de l'ordre stratégique sur pourquoi en fait on met en place tel ou tel type de méthodologie agile. On va parler avant tout d'agilité. Donc, une définition de l'agilité, l'agilité, c'est une capacité d'une organisation à créer de la valeur et à ravir ses clients et ses employés tout en s'adaptant à temps aux changements de son environnement. Dans cette définition, vous avez tout, à peu près, ce qui peut se faire dans ce qu'on entend dans l'agilité. On a une capacité de changement, on a une capacité de livrer de la valeur, on a les utilisateurs qui sont au centre et les employés en extension. Donc, c'est à peu près tout ce dont touche l'agilité aujourd'hui. Aujourd'hui, l'agilité, elle est très souvent employée. C'est pas une recette miracle, il faut bien le comprendre. C'est juste, ça permet d'optimiser ses chances de succès. Aujourd'hui, effectivement, quand on regarde sur les projets en cascade, on en a 60 qui sont mitigés, 29 qui sont ratés. Et en fait, dans les problèmes de mitigés, c'est souvent un problème de qualité, c'est que le produit correspond pas avec ce qu'on imaginait au départ. On a un problème de délai aussi, les délais n'ont pas été respectés. Donc avec l'agilité, on va essayer de venir, réduire ces risques-là. Pour autant, encore une fois, c'est pas une baguette magique, mais c'est un moyen d'augmenter nos chances. Je voulais pas préciser, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser en live. Si vous le faites à la fin, il y a de grandes chances que vous ayez oublié le contexte, et cetera. Donc n'hésitez pas à m'interrompre, il y a pas de problème avec ça. Pourquoi en fait on fait de l'agilité aujourd'hui? Déjà il fallait notre approche parce qu'on est devant un monde qui est, extrêmement complexe et changeant. On a un besoin qui évolue rapidement. Il suffit de voir, les mobiles par exemple. Aujourd'hui, le besoin sur le mobile, c'est on fait quasiment tout avec. Il y a 15 ans, on faisait rien avec. On a les clients qui sont beaucoup plus exigeants et dans l'immédiateté et quand on parle de clients, c'est aussi bien, nous en tant qu'utilisateurs, hein, au quotidien, mais aussi, nos clients, qui soient les entreprises. Parce que les entreprises aussi aujourd'hui ont beaucoup plus d'exigences qu'il y a, 15 ans. Et surtout, on a une concurrence qui s'est accrue et qui est extrêmement rapide. On peut voir des startups qui ont émergé en l'espace d'un rien de temps, et les grands groupes, en fait, en général, sont incapables de réagir à ça au départ. Donc pour ça, il va falloir effectivement être capable de s'adapter à ces changements. Il va être capable d'être une structure apprenante et donc d'apprendre au fur et à mesure de ses erreurs, d'avoir des retours de ses clients rapidement et régulièrement. Auparavant, on interrogeait ses clients souvent à la fin du projet. En agilité, on les interroge tout au long du cycle de développement et un cycle de développement ne s'arrête plus en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas un point A et vers un point B. On va développer un produit et quand ce produit ne marchera plus, à ce moment-là, on se dira soit on le pivote, soit on l'arrête. Et l'objectif, c'est surtout de décider le plus tard possible. En agilité, le fait le plus important, c'est qu'on est piloté par la valeur. Vous avez à gauche périmètre, délai, coût, piloté par les délais, c'est du cycle en V. C'est-à-dire que le périmètre est fixe, on va estimer les délais et les coûts. En agilité, on fait l'inverse. On va dire le délai et le coût sont fixes, c'est-à-dire qu'un client peut nous dire je vous donne 100 000 € et j'ai 3 mois pour faire tel élément, pour faire un site de e-commerce. Et en fait, ça sera à l'équipe de décider du périmètre pour livrer le maximum de valeur possible. La qualité, elle est fixe, elle est non négociable en agilité. Alors, ça peut paraître bête, mais en cycle en V, c'est le dernier maillon, en fait, c'est la dernière étape qu'on fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a toute la partie pilotage, réalisation, etc. Et en dernier, on a les tests. Et il se trouve que souvent, on est en retard dans les développements, ça arrive. Et la phase qu'on va forcément éliminer, c'est la phase des tests. En agilité, cette phase-là, en fait, elle est intégrée au sein des développements. Donc, du coup, en fait, cette qualité est non négociable. Et en fait, une équipe mature en agilité, quand on lui demande de négocier cette qualité, elle doit être en mesure de dire non. Ça ne se négocie pas parce que de toute façon, le coût sera payé après. Ce graphique montre quand même que presque une fonctionnalité sur deux ne sert strictement à rien. C'est-à-dire qu'en fait, on a dans nos softs aujourd'hui une fonctionnalité sur deux qui n'est jamais utilisée par l'utilisateur. Alors, on pourrait se dire que ce n'est pas très grave, mais ceci étant, en fait, avoir des fonctionnalités qui aujourd'hui sont peu, voire pas utilisées, c'est un coût pour l'équipe parce qu'il faut la maintenir. Et en fait, on peut comme ça générer une sorte de dette technique. Donc en fait, avec l'agilité, on va essayer aussi de réduire cette notion-là pour essayer d'avoir un soft qui soit
pleinement utilisées et avec des fonctionnalités qui sont peut-être pas forcément aussi lourdes, mais au moins qui seront avec de la valeur et capables de servir l'utilisateur. Donc là, vous avez la différence en fait de livraison de valeur. En haut, vous avez là le cycle en V où en gros, on a un risque qui est relativement inconnu et en fait, on va dire qu'il est relativement bas et en fait, plus on avance dans le développement et au moment de réaliser, c'est là où le risque est maximal. Et c'est pour ça en fait que là, les clients en général sont pas forcément contents parce qu'entre temps, en fait, ils ne voient pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils ont la phase de cadrage et la phase d'écriture du cahier des charges où ils voient ce qui se passe. Toute la phase de réalisation, souvent, c'est très flou et on leur dit ça marche et tout, mais en fait, ils ne voient rien. En agilité, on va avoir cette phase de risque tous les 15 jours ou en tout cas tous les cycles de fin de sprint. Pour info, on verra après, mais un sprint, c'est entre 1 semaine et 4 semaines, ça dépend. On va dire qu'à la fin de ce cycle, en fait, on va être capable de proposer à l'utilisateur une démo, donc en fait, il verra son produit. Donc la phase de risque, finalement, elle est réduite. On réduit cette phase de risque parce qu'on va livrer de la valeur et si on s'est planté, on va être capable d'adapter, notre produit pour qu'il puisse coller à l'utilisateur. On va passer sur le être agile. L'agilité, c'est vraiment 4 valeurs fondamentales. Je vais vous les lire. Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils. On va préférer des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive. On va préférer une adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Et enfin, on va préférer une collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle. Ce qui est important de noter, c'est que quand je dis qu'on préfère plus faire l'un que l'autre, c'est pas pour ça qu'on va pas faire l'autre. Il y a des contextes où on va avoir besoin d'une doc, c'est évident. Maintenant, si on peut avoir un logiciel opérationnel, c'est mieux. Et la doc ne va pas être un livrable, va être un outil qui va servir, par exemple, en cas de passation, pour un utilisateur qui veut l'implémenter ou quoi que ce soit. Mais ça sera plus quelque chose qu'on va livrer, qui va rester en version 1.0, qui sera jamais lu. Et quand on va devoir taper dedans, la doc ne correspondra plus du tout au logiciel. Donc ça, on évite aussi d'avoir ce genre de choses. C'est pas pour ça non plus qu'il ne faut plus avoir d'architecture ni de sécurité. On a forcément besoin de ce genre d'archi, on a forcément besoin de se poser les bonnes questions comme ça. C'est juste qu'on va quand même préférer, plutôt que d'avoir des process, par exemple, très lourds, de se dire qu'on va échanger ensemble, discuter, se mettre d'accord, s'aligner. Donc ça, c'est aussi une notion très, très importante dans l'agilité. On essaye vraiment de chercher l'alignement et le dialogue avec les personnes qui nous entourent et notamment au sein d'une équipe, Scrum. Donc là, on est sur un cycle itératif et incrémental en agilité. Donc en fait, l'itératif, c'est ce que vous avez ici. Ah merde, je peux pas cliquer, pardon. Donc en gros, vous avez la Joconde qui commence à se dessiner et en fait, l'itération 1, vous avez déjà une première partie, donc on voit vers quoi on tend. Et en fait, on va après mettre de l'incrémental où là, on va commencer à dessiner des parties qui auront apporté de la valeur supplémentaire. Et le meilleur exemple qu'on peut avoir, c'est finalement l'exemple en bas à droite où la première partie, finalement, ça serait presque du cycle en V où en fait, on va délivrer la valeur à l'étape 4. À l'étape 4, l'utilisateur a sa voiture. Là, en fait, en agilité, on va plutôt dire que l'utilisateur, au départ, a besoin d'un moyen de locomotion, de pouvoir se déplacer. Et donc, on va démarrer de la planche à roulettes pour après arriver petit à petit vers un besoin qui est de plus en plus calibré jusqu'à la voiture. Puisqu'au final, l'utilisateur, c'est ça qu'il voulait, c'était une voiture. Mais au départ, il n'était peut-être pas capable de le formaliser en l'état. Donc, on va creuser avec lui, au fur et à mesure des itérations, le besoin pour essayer de lui construire le meilleur produit possible qui puisse, encore une fois, lui être utile au quotidien. L'agilité, quand on parle produit, c'est qu'un produit doit répondre à une problématique. Si votre produit ne répond à rien, il n'a aucune raison d'exister. C'est aussi simple que ça. Donc, en fait, quand on se pose la question de pourquoi on fait cette chose-là, il faut qu'on réponde à un produit, vraiment à une problématique utilisateur. On a un exemple aussi, alors là, c'est des feature teams, donc on est déjà sur une notion à l'échelle. Vous avez une feature team 1 et 2, mais ce qui est intéressant, c'est plutôt en fait ce que vous avez entre MOA, DevBack, DevFront, recette, c'est que finalement, au sein des équipes Scrum, on est pluridisciplinaire et on a toutes les compétences requises pour pouvoir aller au bout d'un développement. Et on va surtout gérer de bout en bout nos fonctionnalités. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, historiquement, on a souvent le DevBack et le DevFront qui sont séparés. Dans les équipes Scrum, ou en Agile encore un petit peu plus élargi, on va vraiment intégrer l'intégralité des compétences requises. Et on peut même après avoir de l'UX, on peut avoir de l'architecture, on peut avoir vraiment toutes sortes de rôles qui viennent au sein des équipes parce que ces équipes-là ont besoin au sein du produit d'avoir cette compétence-là pour pouvoir délivrer de la valeur le plus facilement possible. Alors ça, on va la passer rapidement. De toute façon, vous aurez les supports, voilà, mais c'est aussi être agile, il y a un peu plus que juste les 4 préceptes. Il y a aussi 12 sous-principes, mais là, on est vraiment sur de l'agilité, on va dire, c'est plus une question de boulot et puis que réellement quelque chose d'utile au quotidien.
Les mythes dans l'agilité. Donc, comme je vous disais, plus besoin d'architecture ni de sécurité. Bah, tous les systèmes ont forcément une archi et des besoins en sécurité, donc ça serait idiot de les ignorer. Il n'est plus nécessaire de définir les grandes lignes d'un projet. Bah, en fait, en entreprise, si on n'est pas capable de le faire, c'est un problème. C'est-à-dire qu'on a quand même une roadmap sur 3 mois, on a une grande vision de pourquoi on fait ce projet-là, et on va essayer en fait de dessiner cette vision au travers de roadmap de 3 mois qu'on va réactualiser au fur et à mesure. Mais on a quand même cette vision-là qui nous porte. On part pas comme ça de but en blanc. On n'a pas besoin de faire de rétrospective. Donc ça, la rétrospective, on le verra pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un moyen en fait de faire de l'amélioration continue. Donc même dans une équipe qui est mature, il faut continuer à faire cette phase d'amélioration parce qu'il y a toujours des choses à améliorer, toujours des choses à aller chercher pour s'améliorer encore et encore. Et enfin, le dernier écueil qu'on entend très souvent, c'est avec l'agilité, je ne fais plus de doc. Il en faut parce que les manuels, pour les utilisateurs, c'est toujours utile. Pour les équipes de support aussi, c'est compliqué pour eux de fonctionner sans doc. Et pour une maintenance quelconque, si des fois après le produit, admettons, on continue de le passer à l'ancienne avec build et du run et que le run, à un moment, on récupère ce produit-là, c'est quand même utile d'avoir une doc qui puisse fonctionner. Encore une fois, c'est pas un livrable en l'état, mais c'est quelque chose qui va servir à un utilisateur, au même titre que votre produit. Dans les approches agiles, aujourd'hui, d'après une étude du State of Agile, pardon, qui est actualisée une fois par an, celle de l'année dernière, en fait, nous disait que sur tous les interrogés, donc c'est environ 1000 entreprises à travers le monde, on a 58% d'entre elles qui se déclarent être en Scrum. Donc Scrum, aujourd'hui, est un framework qui est utilisé à peu près partout, même quand on parle d'agilité à l'échelle, derrière, ce qui se cache, c'est du Scrum. Donc, de toute façon, maîtriser Scrum aujourd'hui, et le comprendre, c'est déjà en tout cas vous sauver la mise quand vous êtes dans des contextes agiles assez implémentés. On va rentrer un peu plus dans le dur. On va voir un peu donc Scrum, on va voir une présentation, on va voir surtout les 3 rôles, les événements et les différents artefacts qu'on trouve au-dessus. Faisons un petit point sur Scrum. Déjà, Scrum, c'est pas une méthode. Certainement pas. Si vous lisez ou si vous voulez lire le Scrum Guide, c'est moins de 20 pages. Ça va très vite à lire et en fait, en gros, c'est pas prescriptif. On vous dira jamais quoi faire. On va vous dire qu'il faut faire des rétrospectives, des sprint planning, etc., mais on vous dira pas comment les faire. Donc, ça sera à vous après d'aller chercher comment on peut les faire dans notre contexte. C'est pas un process. C'est même pas un ensemble de procédures et c'est pas seulement spécifique à l'informatique. Le BTP, par exemple, a utilisé déjà du Scrum, notamment au Brésil, pour construire des ponts. C'était mon formateur en fait qui m'avait dit ça et j'avais été assez surpris. Mais on le trouve aussi dans la fabrication de médicaments. On peut implémenter du Scrum un peu partout. Après, c'est pas forcément du Scrum tel qu'on va le voir là, mais on a beaucoup d'éléments qui peuvent revenir de ça. Aujourd'hui, la définition officielle de Scrum, c'est que, d'après le Scrum Guide, c'est que le Scrum est un cadre de travail permettant de répondre à des problèmes complexes et changeants, tout en livrant de manière productive et créative des produits de la plus grande valeur possible. Ça, aujourd'hui, c'est très important pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, en fait, beaucoup d'entreprises mettent en place Scrum. En fait, si on analyse, elles n'en auraient vraiment pas besoin parce qu'elles savent quoi faire et comment le faire. À partir du moment où on sait quoi faire et comment le faire, faut juste le faire, quoi. Donc Scrum, ça sert pas à grand chose. J'aurais même tendance à dire que c'est peut-être presque contre-productif. Par contre, quand on est sur des produits où on sait pas trop où on va, où on a besoin de se chercher avec nos utilisateurs et cetera, là, Scrum, c'est pleinement indiqué. C'est vraiment là où le framework va donner le meilleur de lui-même. Là, c'est la fameuse boucle Scrum. Alors on va la détailler un petit peu plus. Sachez juste que Scrum, le framework est basé sur la transparence, l'introspection et l'adaptation. Dans une équipe Scrum, on est transparent, on ne se cache rien. On est capable de se dire si on a fonctionné ou pas, et on va revenir sur ces phases d'introspection, notamment au travers de la rétrospective. Et on va surtout être capable de s'adapter face au monde qui nous entoure et surtout face à notre développement qui va changer en permanence. La première chose, donc la notion de sprint, c'est une période de temps fixe qui contient l'ensemble des activités. Quand je dis l'ensemble des activités, c'est pas que le développement. On peut avoir de la mise en prod, on peut avoir du test, on peut avoir un peu de spec et de la doc. Donc c'est l'ensemble des activités qui vont permettre de dire que nos tâches sont terminées. Sa durée, elle est maximum 1 mois, donc 4 semaines. C'est très souvent plus court, tendance 15 jours. C'est souvent l'étalon qu'on prend dans les équipes. Tous les sprints ont un objectif du sprint, c'est-à-dire qu'on le lance avec l'idée de pourquoi on le fait et c'est quoi en fait ce qui va nous cadrer. Alors le pourquoi on met cet objectif-là, c'est qu'en cours de sprint, on peut avoir des événements qui viennent nous perturber et tant que l'objectif du sprint est encore atteignable, ça a du sens de le faire.
Si demain, pour X ou Y raison, cet objectif n'est plus possible ou plus réalisable, dans ces cas-là, il va falloir annuler un sprint. Et donc annuler un sprint, c'est le product owner qui va le décider et c'est quand cet objectif du sprint devient obsolète. C'est une mesure extrême. Moi, je l'ai fait 2 fois. Une fois en Scrum Master où j'ai tordu le rôle parce que le PO voulait pas le faire et une fois en product owner. C'est traumatisant pour les équipes, sachant qu'au moment où on l'arrête, en fait, on repart instantanément en sprint planning. Donc c'est plutôt violent. Mais ça veut dire en tout cas que l'objectif ne pouvait pas être atteint pour diverses raisons et donc ça ne sert à rien de continuer de développer pour en développer. Pendant le sprint, l'objectif de l'équipe, c'est justement d'atteindre ce qu'ils se sont fixés en sprint planning et ils doivent garder ce focus-là au maximum, tout le temps. L'équipe de développement pendant le sprint, évidemment, reste stable. Il ne doit y avoir aucun changement qui puisse affecter l'objectif du sprint, parce que sinon on parle d'annulation. On ne fait évidemment aucun compromis sur la qualité. Et on va dire que 10% des efforts de l'équipe sont dédiés à l'affinage. On va y revenir après, mais en fait, pendant votre sprint, vous préparez déjà le sprint d'après et potentiellement le sprint encore d'après, via des phases d'affinage dont on va reparler dans pas très très longtemps quand on va revenir sur les événements. Les 5 valeurs de Scrum, donc on va vraiment les passer rapidement, mais on a le courage, le focus, l'ouverture, le respect et l'engagement. L'engagement, c'est pas le fait de on s'engage à faire ce sprint-là et on doit y arriver coûte que coûte. Mais en tout cas, c'est qu'on va faire de notre mieux et on va faire tout ce qui est dans notre possible pour atteindre cet objectif-là. Maintenant, on n'est pas en mesure de le garantir parce que parfois, en fait, on a des contextes qui changent et qui font que notre engagement, même si on y met la meilleure volonté du monde, on ne peut pas l'atteindre. Donc ça, c'est les 5 valeurs assez importantes dans Scrum et qui permettent aussi de fédérer une équipe autour. On va passer un petit peu sur la notion de sprint. Donc, comme je vous ai dit, le sprint, c'est une période de temps fixe qui contient l'ensemble des activités. Donc, c'est souvent un mois, voire plus court. Tous les sprints ont un objectif de sprint et on peut annuler un sprint quand l'objectif devient caduc. Mesure extrême, on le fait très rarement. Encore une fois, c'est vraiment... Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui le fassent réellement dans les entreprises parce que ça... moi, je sais que, par exemple, dans ma compréhension, le fait d'annuler un sprint, ça veut dire qu'on tue les lignes de code qui vont avec. Donc, ça a quand même un coût. Ça veut dire que ça n'a plus de valeur de l'avoir fait, donc autant le jeter. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui le fassent vraiment. Pendant le sprint, donc, on garde le focus. L'équipe de développement doit rester stable. Il ne doit y avoir aucun changement qui puisse affecter l'objectif du sprint, aucun compromis sur la qualité. Portée du sprint qui peut être renégociée par le product owner si besoin, à la condition que l'objectif ne soit pas perturbé. Ça, c'est là où ça devient un peu complexe. Et 10% des efforts de l'équipe sont dédiés à l'affinage. Ça, on va le passer parce que j'y reviens après. On va parler des 3 rôles et responsabilités différentes. Dans Scrum, il y a 3 rôles. Il y a le product owner, l'équipe de réalisation et le Scrum Master. Alors, le product owner, son rôle, c'est maximiser la valeur du produit et le travail de l'équipe. Un de ses objectifs aussi, c'est de maintenir et de partager la vision du produit. Alors, avec l'équipe, avec l'extérieur, avec l'ensemble des parties prenantes qu'il peut avoir autour de lui. Il ne doit pas la détenir pour lui. Il est responsable de la gestion du product backlog. Donc ça, on va y revenir après pour s'il y a des gens qui ne savent pas encore ce que c'est, on va le définir un petit peu. Il œuvre avec les utilisateurs ou les parties prenantes et l'équipe afin d'affiner les items du product backlog, c'est-à-dire qu'en gros, il va venir chercher des items, les travailler avec les utilisateurs et les développeurs pour pouvoir avoir des items qui soient compréhensibles et embarquables dans des sprints, et réalisables donc. Il s'assure que le product backlog est visible et transparent et clair pour tous, c'est-à-dire qu'en fait, on ne cache pas son product backlog. Tout le monde pourra y avoir accès, que ce soit la direction, les équipes, enfin voilà. Tout le monde a le droit de mettre dedans d'ailleurs. Tout le monde a le droit d'écrire dedans. Le seul qui peut le prioriser, c'est le product owner. Mais par contre, après, l'écriture reste libre. Les équipes souvent écrivent dedans, notamment des tâches techniques quand elles ont besoin de refactorer certaines choses. Et après, elles expliquent au product owner pourquoi elles ont écrit cette tâche-là et pourquoi elle est importante. Il travaille en bonne intelligence avec les responsables métiers. Il décide de ce qui doit être développé et pourquoi. Et il décide quand livrer le produit. Donc là encore, on est dans un cadre Scrum. Quand on est à l'échelle, il y a une partie en fait qui lui incombe plus et qui repart côté product manager. Mais là, on va juste rester dans un cadre mono-équipe, donc on va faire au plus simple. Ce qu'un bon PO ne fait pas, il n'impose pas à l'équipe le comment construire le produit, parce que ça, c'est à la charge de l'équipe. Il n'impose pas à l'équipe la charge de travail du sprint. Quand il arrive en sprint planning, en fait, il fait une proposition à l'équipe avec sa vision, et c'est l'équipe en fait qui va décider si c'est atteignable ou pas. Si c'est pas atteignable, il y a une partie des items en fait qui vont juste repartir dans le backlog pour être retraités ultérieurement. Mais c'est certainement pas lui en fait qui va dire faut que vous me fassiez ça. Il n'ignore pas la contribution de l'équipe. Donc, comme je vous l'ai dit, l'équipe a droit d'écrire dedans. Donc, ça, il faut qu'il le prenne en compte.
Et surtout, un point qui est important, c'est qu'il ne s'interpose pas entre l'équipe et l'utilisateur. C'est-à-dire que les développeurs peuvent avoir accès aux utilisateurs ou en tout cas aux parties prenantes, à minima, pour pouvoir aller creuser un besoin si, en cours de sprint, il y a des choses qui ne sont pas claires ou s'il y a des éléments qui ne comprennent pas forcément. Et un point aussi qui est important, il ne permet pas l'accumulation d'une dette technique dans le but d'obtenir des résultats rapides. Son objectif à lui, c'est pas de délivrer de la user story, en tout cas du besoin fonctionnel, c'est d'avoir un produit qui soit sain et qui soit fonctionnel de bout en bout. S'il laisse accumuler une dette technique, certes, l'équipe est garante de sa qualité, mais si le PO met un stop à tout ça et qu'en gros, il ne la gère jamais au sein des sprints, c'est un peu de sa responsabilité si le produit commence à partir un peu dans tous les sens. On va partir au Scrum Master. Ce rôle est possiblement le rôle le moins compris aujourd'hui de ce que je peux voir. Et pourtant, c'est pas si complexe que ça. Un Scrum Master est responsable de s'assurer que Scrum est compris et mis en œuvre au sein de l'équipe. Il assiste l'équipe de développement, le PO et l'entreprise dans sa transformation. Donc, il n'est pas si éloigné d'un coach, sauf que lui fait partie d'une équipe, à la différence d'un coach qui, lui, par contre, ne fait partie d'aucune équipe. Il fait partie d'un système et il va intervenir dans une équipe A, équipe B, équipe C. Le Scrum Master va souvent être dédié à une team et donc il va porter cette équipe dans un framework Scrum et va lui insuffler l'agilité possible et surtout ce qui gravite autour. Ça, c'est important, c'est-à-dire qu'il ne va pas se définir juste au niveau de l'équipe. C'est un leader en service de l'équipe Scrum. J'insiste sur le terme leader, c'est certainement pas un chef. Il aide ceux qui sont externes à l'équipe Scrum à changer leur interaction pour maximiser la valeur créée par l'équipe. Alors, à changer ou à avoir de l'interaction, parce qu'en fait, il y a effectivement beaucoup d'entreprises où c'est très siloté et du coup, c'est un peu dur de communiquer et en fait, souvent, ils communiquent par email. Le rôle du Scrum Master, en fait, c'est de mettre les bons acteurs en face pour qu'ils puissent échanger. Donc, finalement, son rôle à lui, c'est d'être modérateur, coach, mentor, facilitateur et j'en passe. Et surtout, il fait partie intégrante de l'équipe. C'est pas un élément externe qui vient une fois par semaine pour dire comment ça se passe, etc. Il est vraiment tout le temps au contact de l'équipe, tous les jours. Ce que ça n'est pas, en tout cas, pour idéal, c'est que c'est pas un chef de projet, c'est pas un team leader. C'est un leader, mais c'est pas un team leader. C'est-à-dire qu'il n'aura pas de responsabilité vraiment au niveau équipe. C'est pas un chef, encore une fois. C'est pas un supérieur hiérarchique. C'est pas le product owner. C'est même pas un proxy, donc c'est même pas un assistant pour le product owner. Et c'est pas le seul point de contact de l'équipe. Un gros travers qu'on trouve, c'est que le risque qu'il peut y avoir à avoir une personne comme ça, c'est que finalement, en fait, le product owner parle à son Scrum Master et que l'équipe parle à son Scrum Master et qu'au final, les deux ne se discutent pas entre eux. Quand on arrive à un point comme ça, le Scrum Master doit s'en rendre compte et dire, en fait, vous n'avez pas à discuter avec moi, vous devez discuter ensemble. Moi, je dois juste vous assister en fait là-dedans et s'assurer que vous le fassiez. Donc ça, c'est important aussi à garder à l'esprit. Si vous avez un jour des Scrum Master, en fait, où vous passez par eux à chaque fois pour pouvoir adresser le product owner, dites-vous que vous avez un souci en fait. Ce qu'un Scrum Master ne prend pas, il ne prend pas de décision au nom de l'équipe et il ne s'engage surtout pas sur des dates ou des échéances. Alors ça, je peux vous faire un petit retour. Ne prend pas de décision au nom de l'équipe, c'est effectivement au nom de l'équipe, il n'en prend pas. Par contre, moi, ça m'est déjà arrivé de prendre des décisions pour mettre en place une certaine forme d'agilité, parce que l'équipe était complètement partie en dehors des clous, et du coup, il fallait la remettre dans le droit chemin. Dans ces cas-là, en fait, on resserre un peu le cadre de travail et on devient un peu plus rigoureux. Sur les dates et les échéances, en fait, c'est pas à nous de le faire. Un Scrum Master, il se moque de savoir en fait ce que vous livrez. Il se moque du produit. Vous pourriez faire un site web ou un grille-pain, il s'en moque. Lui, il est là pour mettre en place de l'agilité et vous accompagner là-dedans. Et vous accompagner à être capable de délivrer la meilleure valeur possible. C'est tout. On va parler de l'équipe de développement. Alors, on parle d'équipe de développement, ce n'est pas que des développeurs, j'insiste, ils sont pluridisciplinaires, donc dedans, on peut avoir absolument de tout. Donc, eux, leur objectif, et ce qu'elle fait, c'est de livrer un incrément de produit à chaque fin de sprint. Elle décide de comment construire le produit. Historiquement, un cahier des charges, on a souvent un chef de projet technique qui va décider d'un socle technique et finalement, on va très peu interroger l'équipe. Là, aujourd'hui, l'équipe, en fait, on va lui demander, OK, on a cette fonction, on a ce besoin-là, comment toi, tu peux le réaliser? Et là, ça va être à l'équipe de s'organiser pour dire, comment on arrive à ça, quel socle technique on utilise, et cetera. Donc on est vraiment dans le comment et la raison, elle est simple, c'est que de toute façon, c'est eux qui vont maintenir leur produit. Si on leur impose un choix technique, on leur impose une dette technique qui va avec. Et ça, on n'est pas forcément serein de le faire dans une notion de produit. Autre fait important, elle s'auto-organise. Alors s'auto-organiser, c'est encore une fois s'auto-organiser pour livrer un incrément de produit à chaque fin de sprint. Comment ils font?
pour tous ensemble en fait arriver à un but. J'insiste, elle est pluridisciplinaire, donc toutes les compétences sont requises pour créer l'incrément de produit se retrouvent dans l'équipe. Elle est à la bonne taille, entre 3 et 9 membres. Une très bonne taille d'équipe, c'est entre 5 et 6 membres, où là, ça échange très bien, c'est fluide. À partir de 8-9, on commence à avoir un petit peu de complications. Donc voilà, on va toujours essayer de rester 5, 6, allez 7 grand max, mais souvent 9, on voit des ralentissements dans la notion déjà de faire des daily meetings le matin, etc. C'est un peu plus long et c'est un peu plus compliqué de se trouver, quoi. Donc, bonne taille 3, c'est un peu petit, mais entre 5 et 7, c'est vraiment parfait. Tous les membres font intégralement partie de l'équipe. On n'a pas un dev qui fait 30% de son temps dans ce projet-là et 30% dans un autre, et puis j'en passe encore et des meilleurs. Non, ils sont à 100% au sein de la même team. Et ils travaillent quotidiennement ensemble. Et tous les membres de l'équipe portent le titre de développeur. En fait, la notion de lead dev, etc., en Scrum, on s'en moque. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont tous là pour réaliser quelque chose. Donc, en fait, même un archi, en fait, s'appellera développeur. C'est beaucoup plus simple et on s'embête pas trop, finalement, avec la terminologie. On s'en moque aussi de la notion de back et de front. Encore une fois, c'est des développeurs, ils sont capables de réaliser des choses et en fait, c'est à eux de s'organiser pour savoir, on a un besoin, comment on l'adresse de bout en bout. Et donc, il y aura des personnes du front qui vont dire, moi, j'ai ça à faire, des personnes du back, ils vont se synchroniser, s'organiser entre eux pour pouvoir arriver à délivrer le besoin fonctionnel qui est demandé. Est-ce que ça va pour l'instant? Parce que du coup, je vois pas du tout s'il y a des questions et tout, hein. Je suis désolé, mais est-ce que Il y a vous pas encore savez? de questions qui sont sorties dans le chat pour l'instant. Je ne sais pas D'accord. si vous en avez. Bon, apparemment pas. Je pense qu'on peut continuer. Eh bien, très bien. Moi j'en ai une, excusez-moi. Vas-y. Est-ce que, alors c'est peut-être une incompréhension de ma part, hein. Est-ce que le Scrum Master fait partie de l'équipe de développement? Il fait partie de l'équipe. En fait, il y a deux notions. Il y a l'équipe de développement qui est un rôle, ce qu'on est en train de voir là, et il y a l'équipe Scrum. L'équipe Scrum, c'est PO, Scrum Master et équipe de développement. Donc il est vraiment à plein temps Oui, sur oui, la gestion du Scrum, quoi. oui. Idéalement, oui. C'est ça que j'ai Après, du mal à imaginer. dans les faits, c'est miraculeux quand c'est le cas. Là, par exemple, je suis chez un client, c'est Discount pour pas le citer, où les Scrum Masters sont à plein temps. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, en vrai. C'est souvent des devs qui portent ça. Alors, un PO ne peut pas être Scrum Master en même temps, hein, parce que là, il y a jugé parti. Mais par contre, en fait, souvent, ça revient aux devs. Et par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne un pourcentage de temps. Alors, des fois, ça peut monter jusqu'à 50% de leur temps où ils vont passer à justement initier l'agilité au sein de l'équipe. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a 50% du temps pendant lequel ils ne développent pas. Mais voilà. Après, idéalement, il faut avoir un rôle qui est en tout cas full-time pendant au moins les 6 premiers mois, histoire de monter une équipe et que ça commence à tourner. Après, on peut imaginer toutes sortes de choses, qu'un rôle soit changeant, tournant, etc. Au début, c'est quand même bien d'avoir une personne qui soit en fixe. En tout cas, c'est ma conviction. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une petite question. J'ai un petit peu du mal à comprendre en pratique ce que signifie, ce que fait le Scrum Master. Je comprends les idées théoriques, mais est-ce qu'on peut avoir au moins des petits exemples de genre de tâches qu'il peut accomplir? Parce que Ouais. c'est très théorique. Alors, il va animer et faciliter l'intégralité des points que sont le daily meeting, le sprint planning, la rétrospective. Il va l'animer, la rétrospective. C'est lui qui va créer l'atelier, etc., en fonction de ce qu'il aura vécu pendant le sprint. Ça, c'est les tâches que tout le monde fait en tant que Scrum Master. Après, si l'équipe a des problèmes, il va essayer de les aider à trouver une solution. Il ne va pas trouver une solution pour eux, mais il va essayer en tout cas de créer des interactions pour qu'ils puissent faire émerger quelques idées. Et son rôle à lui, c'est de gérer les problèmes que l'équipe ne peut pas porter. Des problèmes plus au niveau de l'organisation, finalement, au-dessus, quoi. Donc là, il va aller voir, je ne sais pas, des managers ou quoi que ce soit pour dire, on a ce problème-là, je ne sais pas, je sais pas, on va prendre un cas, mais dans l'équipe, on va attaquer des parties en React. Et en fait, dans notre team, on est un peu léger en React, il va nous faire des formations. Ça, par exemple, c'est le genre de choses qu'il va aller faire. Il va aller, parce que l'équipe a remonté ce problème-là, dire nous, en fait, on est un peu léger dessus, on a besoin de monter en compétences. Ça peut être des problèmes d'interaction avec, je sais pas, des personnes du métier qui sont très dures à contacter, etc. Il va aller essayer de il va essayer de les trouver pour les mettre autour de la table pour qu'ils puissent dialoguer afin que les besoins arrivent et qu'ils puissent être fluides. En fait, c'est vraiment, faut le voir au quotidien, ça dépend beaucoup du contexte. Moi,
que j'ai pu faire par le passé, ça a été même de créer des organisations de bout en bout. C'est-à-dire que j'avais été voir les commerciaux et je les avais formés à l'agilité. Et on avait travaillé notamment, ils travaillaient, eux, en Kanban, donc en flux, mais peu importe, mais ils travaillaient avec l'équipe de dev en parallèle, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, leurs besoins arrivaient au fur et à mesure dans les équipes, etc. Donc, toutes les semaines, les devs avaient un point avec les commerciaux pour qu'ils puissent expliquer un peu les nouveaux besoins, les nouveaux clients, ce que les clients aimaient, n'aimaient pas, etc. Donc, pour avoir ce feedback permanent. Et ça, c'est ce qu'on avait mis en place parce que historiquement, les commerciaux ne discutaient pas avec les devs et du coup, vendaient des fois des choses qui étaient peu ou pas réalisables facilement, ou des fois engendrer une dette technique trop lourde. Donc, c'était aussi une espèce de garde-fou. Donc, un Scrum Master, finalement, ça fait un peu tout pour que l'équipe reste focus, elle, dans son objectif de sprint, et elle va faire tout le reste. On peut imaginer un Scrum Master qui pose les vacances. Hein, tu vois, enfin, après, dans les équipes, c'était, je crois que c'était sur un post sur Facebook, je crois, où en fait, il disait que finalement, les Scrum Masters, à terme, en fait, ils servaient les cafés là-bas, quoi. Parce que les équipes étaient complètement autonomes et savaient quoi faire, etc. Donc, ces gens-là étaient juste là pour faire des cafés, quoi. Alors ça, c'est pour le côté rigolo. Dans les faits, c'est un métier c'est un rôle où tu t'ennuies pas parce que les équipes ont énormément de problématiques. Imagine-toi que tu travailles avec une autre équipe, que tu dois t'interfacer avec une autre équipe. Tu es certain que tu vas avoir des dépendances. Et ça va être au Scrum Master en fait de les travailler et de faire en sorte que les deux équipes en fait les traitent et qu'ils n'arrivent pas en disant ah mais là on n'avait pas vu, on savait pas que c'était pour toi, etc. machin, et qu'à la fin du sprint on est incapable de délivrer. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va essayer de faciliter l'intégralité du travail d'une équipe et de l'organisation qui est autour. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ou si... Si, plutôt. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais que le Scrum Master, en général, c'est un rôle qui cristallise beaucoup. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, bonjour. J'ai une petite question, moi. Est-ce qu'il y a quand même un chef de projet au-dessus du Scrum Master et du Product Owner? Non. Non. Enfin, dans Scrum, non. Dans la vraie vie, alors il n'est pas au-dessus. En fait, Scrum, en fait, d'ailleurs, il n'y a pas, entre Product Owner et Scrum Master et équipe, en fait, il n'y a pas de rôle supérieur à l'autre. Il n'y a pas de rôle de hiérarchie entre les trois. C'est des rôles flat, chacun a sa responsabilité et va œuvrer dessus. On va souvent avoir une collaboration renforcée entre le PO et le Scrum Master parce que le produit, s'il arrive dans un mauvais état, il y a de grandes chances que l'équipe en pâtisse. Mais après, des chefs de projet qui vont dire quoi faire, les délais, etc. Non, c'est le PO qui va porter l'intégralité, qui va porter la valeur de son produit. Par contre, tu peux avoir dans des organisations ce qui pourrait s'apparenter à du chef de projet, mais à ce moment-là, c'est plus des parties prenantes. C'est-à-dire que le PO va aller les voir et va leur demander est-ce que vous avez des besoins sur ce produit par des utilisateurs ou par des tiers que vous souhaitez qu'on adresse. Mais il n'y a pas un chef, en gros, qui va dire au PO quoi faire. D'accord. C'est particulier comme mode. Hein. Après, là, encore une fois, je le décide. On est dans un cadre idyllique. Hein. Après, dans la vraie vie, y a l'entreprise qui reprend un peu ses droits parfois, quoi. Donc, tu peux avoir des chefs de projet. Et d'ailleurs, historiquement, je ne suis pas sûr que ce soit les meilleurs rôles pour le faire, mais les chefs de projet, souvent, sont amenés à faire du product ownership quand une entreprise se transforme. C'est très souvent ces rôles-là qui sont ciblés pour faire ça. Ok. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres points que vous voulez voir sur le product owner, même sur l'équipe de Réal, si vous avez besoin? Sur l'équipe de dev, tu disais qu'ils sont tous appelés dev, même si il y a différents rôles. On voyait tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des UX designers, vraiment des disciplines très différentes. Oui. Pourquoi il y a ce titre commun, même si c'est pas forcément réellement concrètement des développeurs? L'interprétation que j'en ai, je suis pas sûr que je suis dans le vrai, mais pour moi, en fait, c'est pour une notion de simplicité et pour éviter d'avoir des notions de hiérarchie qui viennent s'installer. Parce que ça paraît juste plus simple, en fait, de dire voilà, c'est les développeurs. Après, encore une fois, dans la vraie vie, ça, c'est la théorie. Dans la vraie vie, j'ai jamais entendu une seule équipe constituée de plein de personnes différentes dire ouais, on s'appelle tous développeurs. Autant le fait de leur dire on n'est qu'une tête, ça marche bien.
autant leur dire, ouais, vous apportez tous le titre de développeur. Moi, perso, tu vois, c'est quelque chose sur lequel je m'intéresse pas vraiment, en fait. En fait, j'en parle rarement. Je le fais en formation, mais dans une transfo, en fait, je m'intéresse pas du tout à ça. Ça m'intéresse pas du tout parce que pour moi, ça apporte pas grand-chose. Mais c'est ma conviction. Donc, Ok. en agilité, il faut comprendre aussi une chose, c'est que vous pouvez parler avec, allez, 20 coachs différents, vous aurez potentiellement des sensibilités différentes. Il y a des gens qui vont s'accrocher sur des détails comme ça, d'autres pas. Voilà, donc on a aussi un peu une sensibilité un peu qui nous correspond en fonction de ce qui nous touche en fait. Moi, la notion de titre, etc., je m'en moque un peu. Tu vois, pour moi, c'est plus important, par exemple, qu'une équipe s'auto-organise. C'est carrément important qu'elle décide du comment elle construit le produit. Après, qu'on me dise que l'UX designer s'appelle développeur, bon, ça va pas me changer la vie, quoi. Ok. Il faut être pragmatique, quoi. Donc voilà. Donc oui, non, là-dessus, je suis pas certain. Je pense que c'est vraiment pour un souci de simplicité. Et en fait, faut penser qu'au départ, il n'y avait pas autant de rôles que ça hein, quand le Scrum Guide a été créé. Les UX designers, il n'y en avait pas. Il y avait un peu d'UI, mais bon, je suis même pas sûr qu'ils étaient vraiment intégrés dans des équipes. Donc tout ça, en fait, c'est arrivé finalement il n'y a pas si longtemps que ça. Donc peut-être que ça changera. Oui. Et dans d'autres frameworks agiles, ça n'existe pas. Hein. Même si tu utilises Scrum, il y a des product managers, des UX, enfin voilà. Les rôles reprennent leur place. Ok, ça marche, merci. Pas de souci. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Bonjour. Est-ce Oui. que pour toi, aujourd'hui, le métier de chef de projet tend à aller vers le côté Scrum Master ou est voué à disparaître complètement ou c'est quelque chose qui peut aller ensemble, quoi? Alors, non seulement il disparaîtra pas, mais toutes les entreprises ne feront pas de l'agilité. Ça, comprenez bien, surtout Scrum. Scrum, c'est pour des choses complexes, pour des choses où on ne sait pas où on va et pour faire du produit. Il y a énormément d'entreprises qui font des projets, qui le font en cycle en V, qui savent quoi faire, comment le faire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, juste faites-le. Faites un cahier des charges, gérez l'intégralité de vos cas parce que vous les connaissez et réalisez-le. Pas de problème. Un bon cycle en V, ça marche bien. Hein. C'est pas parce que je suis agiliste que je vais vous dire le cycle en V, c'est nul, etc. Machin. Donc, le chef de projet, pour moi, il a aucune raison de disparaître. Aucune. Après, dans des organisations agiles, quand une entreprise se transforme et qu'elle a des chefs de projet, moi, ce que je peux voir, c'est qu'il y a deux populations, en fait, effectivement. Il y a une partie qui va prendre la partie plus product ownership, et après, il y en a une autre qui va plus se transformer vers le Scrum Mastering. Moi, j'ai pas trop d'avis là-dessus, parce que quand on arrive dans une transformation, en fait, c'est surtout une question de philosophie de personne, en fait. J'ai connu des chefs de projet qui étaient excellents en transformation sur du product ownership et ou du Scrum Master, et j'en ai connu qui étaient franchement pas terribles et qui, je pense, en tout cas, étaient de très bons chefs de projet. Voilà, juste parce qu'en fait, il y a un moment, chef de projet, il y a quand même une notion un peu hiérarchique là-dedans. Là où en agilité, on n'en parle pas et justement, en fait, chacun a un rôle bien défini, avec un champ d'action bien défini et qui ne marche pas sur l'autre, en fait. Donc, ils n'ont pas de raison de se donner de l'ordre, ils veulent juste avancer dans le même sens. Donc, encore une fois, ça dépend un peu des entreprises, ça dépend un peu du feedback. Quand on est en transformation, moi, ça m'est déjà arrivé, mais en gros, de faire des castings comme ça pour savoir un peu qui pourrait faire quoi et de discuter justement avec les managers qui se posent des questions parce que comment on repositionne ces gens-là et du coup d'être capable après de leur dire cette personne-là, je la sens plus être vers du Scrum Mastering ou plus être vers du Product Ownership. Donc là, en gros, on a des outils pour ça qui permettent un peu de comprendre les motivations de la personne, ce qu'elle attend. Si par exemple, je sais pas, dans l'outil, on lui fait un jeu et que la personne nous dise moi, ce que j'aime en fait, c'est contrôler et avoir du pouvoir, être respecté entre guillemets, ce qui est pas c'est pas déconnant, hein, chacun fait comme il veut. Je vais peut-être pas lui dire d'être Scrum Master, quoi. Ça me paraît compliqué parce que il n'y a aucune notion hiérarchique et en fait, cette personne va juste être en souffrance, voire elle peut être un cancer pour l'équipe en essayant d'imposer une loi, quoi. Donc voilà, c'est plutôt en fait un problème de personne, essayer de se trouver. Voilà. Mais par contre, non, ce chef de projet, c'est encore de très nombreuses années. Je pense que bien après ma mort, il y en aura encore. Il n'y a pas de souci. C'est bon pour la réponse? N'hésitez pas, hein, si Ouais, vous y a des merci. trucs. Ok. On continue ou encore des personnes ont des questions? Je pense qu'on peut continuer. Ok, allez. C'est reparti. Donc, l'équipe de développement idéal. Alors, là, on arrive un peu sur les
les pratiques, parce qu'on parle d'autogestion, mais l'autogestion, ça ne se décrète pas, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, l'agilité, déjà, c'est pas porté par le bas. Quand je dis le bas, c'est les équipes de réalisation, etc. C'est souvent porté par le haut. Et ça doit être porté par le haut parce qu'il nous faut des sponsors quand on arrive. Et un sponsor, c'est pas un développeur ou c'est pas un chef de projet. C'est un peu plus fort que ça en termes de hiérarchie. On arrive dans des contextes très pyramidaux, hein, de base. Donc en fait, on a besoin d'aller s'appuyer sur cette pyramide pour pouvoir la déconstruire après. Et donc, effectivement, pour pouvoir s'auto-organiser et s'auto-gérer, il faut que l'équipe ait l'aval de son entreprise. Il faut que faut que l'entreprise dise « Ok, on veut que cette équipe tourne en Scrum ». Et donc, tout ce que ça implique derrière. On a aussi l'équipe de développement va assister le product owner dans la gestion du backlog. Dans sa gestion, c'est surtout de l'écriture. Surtout de l'écriture, de mettre à jour, etc., les différents tickets. Bon, ça, c'est la plupart des devs le font. Mais ça va être de saisir aussi des items, souvent autour de la dette technique, hein, on ne va pas se cacher. Par contre, encore une fois, j'insiste, c'est le product owner qui décide comment il le priorise. L'équipe de développement aussi a les forces de proposition pour améliorer le produit. C'est-à-dire qu'en fait, avant, historiquement, on a un cahier des charges, on a un point A, un point B, on va au bout et c'est tout, quoi. Là, comme on a une notion de produit, de sprint en sprint, il y a des choses, on peut imaginer, on fait un item A, on fait une démonstration dessus. Sprint 2, on ne va pas faire un item B, on va peut-être faire l'item A', parce qu'entre-temps, on a eu des feedbacks, peut-être que l'équipe a eu des idées, et donc on va en discuter pendant cette démo, et de ça, on va reconstruire une nouvelle fonctionnalité. En tout cas, on va l'incrémenter pour essayer d'obtenir encore quelque chose d'un peu plus sympa pour l'utilisateur. L'équipe va chercher constamment à s'améliorer dans sa façon d'être, dans sa façon de travailler tout le temps. Elle est stable et de préférence basée au même endroit. Alors ça, cette dernière partie, aujourd'hui, ça fait rigoler. Parce que je crois que ça fait plus d'1 an que j'ai pas travaillé avec une équipe qui était colocalisée. On est tous au même endroit sur Teams ou sur Slack, mais ça s'arrête là. Mais ça marche. On commence à pas trop mal fonctionner comme ça, même si c'est un peu plus laborieux. Mais c'est sûr que d'être basé au même endroit quand on peut être en présentiel, c'est le top du top. L'équipe travaille en proximité avec le PO, les responsables métiers et les utilisateurs. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas enfermés à leur rôle juste de, entre guillemets, développeurs. Au contraire, on les intéresse aux produits. Et moi, je sais que j'adore travailler avec des devs qui sont très sensibles aux produits. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont envie de savoir si ce qu'ils ont développé a un intérêt pour l'utilisateur. Ça, en général, on est sur des équipes qui commencent à être assez sympas. On a livre l'incrément de produit en respectant la definition of done. Donc ça, il y aura une définition après. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous inquiétez pas. Sachez juste que c'est un peu une sorte de to-do list pour dire quand est-ce qu'on a fini une user story, ou un besoin en tout cas. L'équipe est garante de la qualité du produit. Alors je dirais que c'est l'équipe de réalisation, oui, effectivement, mais c'est aussi le PO, c'est aussi l'intégralité, quoi. La qualité appartient à tout le monde. Je m'en mêlais les pinceaux. Ça rend des comptes au nom de l'équipe et non individuellement. Je vous disais tout à l'heure, une seule tête. C'est-à-dire que quand il y a un problème, même si c'est identifié que c'est une personne en particulier, au nom de l'équipe, on ne citera pas cette personne. On parlera au nom de l'équipe. Après, dans l'équipe, ça vit sa vie. En rétrospective, etc., on peut assister à pas des règlements de compte, mais des explications. Parce qu'encore une fois, on est transparent, donc des fois, ça peut piquer un peu. Mais on est toujours là, encore une fois, pour essayer de s'améliorer. Et de l'extérieur, on ne parlera pas au nom d'une personne. On parlera au nom de l'équipe. C'est-à-dire que l'équipe de réalisation n'a pas réussi son sprint. On se moque de savoir qui. Et on ne veut pas le savoir. Et dernier point, elle travaille en toute transparence. Donc ça, effectivement, c'est être capable de dire où on en est, etc., sans avoir peur de se dire qu'on va se faire taper dessus si on est en retard. L'objectif, c'est juste se dire, là, on galère, pourquoi on galère, et qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de s'en sortir. Encore une fois, on est toujours dans une phase d'amélioration continue. Alors, on va parler des différents événements, backlog review, sprint planning, sprint rétrospective, sprint review et daily scrum. Alors, il y en a un que vous devez connaître déjà, c'est le daily scrum. Mais on va démarrer par l'affinage de backlog. Alors, l'affinage de backlog, c'est un point qui se réalise une fois par semaine. Une fois par semaine de sprint, des fois un peu plus, ça dépend. Et en gros, le product owner va présenter des user stories, features ou epic en fonction du cadre de travail dans lequel on est. On va dire qu'aujourd'hui, on va parler d'user story essentiellement, pour discuter un peu du besoin, savoir s'il est compris par l'équipe, qu'il puisse être estimé par cette équipe, et qu'on puisse se dire que pour le prochain sprint, on est prêt à partir avec. Voilà, donc ça, c'est un fait très, très important aussi pour donner de la visibilité à l'équipe et qu'elle puisse, encore une fois, s'organiser sur les prochains items qui arrivent. On a la notion de sprint planning. L'objectif d'un sprint planning, c'est identifier le contenu qui va être à réaliser pendant l'incrément. Donc, je vous rappelle, entre 1 semaine à 4 semaines.
on va le découper en tâches et on va définir un objectif de sprint. Donc là, le cas présent, vous avez un tableau to do in progress done, vous avez différentes stories qui sont au niveau story, quoi, qui ont été estimées, donc 8 points, 1 point, 5 points. Vous avez un sprint goal, un objectif de sprint, donc, qui est d'implémenter une API fonctionnelle, et on a un board on chart. Alors ça, je vous l'expliquerai après, mais en gros, c'est un moyen d'identifier si on est bien dans le sprint ou pas. Et après, on a quelques US souvent qui sont là au cas où l'équipe termine son sprint avant, qu'elle n'ait pas de questions à se poser, qu'elle connaisse les prochains items priorisés pour qu'elle puisse les prendre, en fait. Le daily scrum, timing, tous les jours, même heure, même endroit. L'objectif, c'est de se synchroniser sur l'atteinte des objectifs du sprint et identifier les obstacles. On n'est pas là pour faire un reporting sur le fait qu'on travaille. Moi, perso, je sais très bien que les équipes travaillent, j'ai pas de questions là-dessus. Ce qui m'intrigue le plus et ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir où on en est de l'objectif du sprint et est-ce que vous galérez à atteindre certains éléments du sprint. Donc, c'est ça qu'on doit faire. Alors, historiquement, il y avait les fameuses 3 questions. Hier, j'ai fait ça, aujourd'hui, je pense faire ça et j'ai des problèmes sur ça. Aujourd'hui, en fait, le Scrum Guide dit, en fait, ça sert à rien, donc faites-le comme vous voulez. Pour moi, en fait, le point, c'est de savoir est-ce qu'on est bon sur l'objectif et si on a des problèmes, lesquels ils sont. Encore une fois, j'insiste, pendant le daily meeting, enfin, daily Scrum, pardon, on parle qu'on a un problème, mais on ne va pas essayer de le résoudre. On va juste essayer de capter l'équipe, qu'un membre de l'équipe ou deux nous dise « Ok, c'est bon, on se voit après », et on continue. On n'a que 15 minutes, et au bout de 15 minutes, on arrête. Donc, on est juste là, en fait, pour lever l'alerte, et après, ça se traite en dehors du sprint planning, du daily Scrum, pardon. La revue de sprint. Alors ça, c'est ce que vous entendrez dans à peu près 9 entreprises sur 10. Démo. Vous entendrez démo. En fait, on appelle ça une revue de sprint. Donc, on va venir présenter effectivement ce qui a été fait durant le sprint, obtenir du feedback de cette démo et revoir un petit peu ce qui s'est passé, notamment au niveau du backlog, etc. S'il y a des items, si la valeur est bonne, si les prochains objectifs, etc. Donc, ça va un peu au-delà de juste une simple démo. On va juste s'assurer déjà que ce qu'on a fait, c'est raccord avec la vision du métier, en tout cas des participants à cette démo-là. Mais après, on va essayer d'aller chercher un peu autre chose pour essayer encore une fois d'améliorer notre produit. Donc voilà, là on est très très focus produit. À la différence du point d'après, qui est la rétrospective, où là, notre but c'est de réfléchir justement à ce qui fonctionne et surtout ce qui peut être amélioré. C'est bien de dire ce qui marche, hein, évidemment, on n'est pas là pour toujours se flageller, mais par contre c'est bien de se dire aussi ce qui coince un peu, ce qui nous ralentit, voire même ce qu'on veut tester. On a des rétrospectives, des formats de rétrospectives où on va clairement dire en fait ce que j'aimerais mettre en place. Et donc l'équipe va voter dessus pour dire j'aimerais mettre en place telle ou telle chose et on va le tester sur le sprint d'après. Dans la rétrospective, on sort avec un plan d'action qu'on va devoir actionner dès le sprint prochain. Donc en fait, on va le tester sur le sprint. Et à la rétro d'après, le Scrum Master va dire ok, est-ce que ces actions-là marchent ou pas? Et en fait, l'équipe va dire si ça marche, on conserve. Si ça ne marche pas, on arrête. On ne garde pas ça parce que ça va nous alourdir et si ça n'a aucun effet, autant le jeter. Sur les artefacts, on va passer rapidement. Alors, voici ce qu'est un sprint backlog, donc un backlog de produits. Alors là, il est un peu, je ne sais pas si vous le voyez bien. Ouais, si, ça va, il est plutôt propre. Donc là, en fait, il est en 2 parties, réellement. Il y a cette partie-là qui, vous, en tant que futur développeur, en tout cas, personne qui va être amené à réaliser des choses, qui va vous intéresser, c'est la partie réalisation, c'est-à-dire qu'on a une colonne ready, c'est tous les items qui sont passés par différentes phases, dont l'affinage. Et après, vous avez des colonnes qui vont permettre de les pousser jusqu'à la dernière étape, qui est le done du done, quoi. Et avant, on a ce qu'on appelle un backlog de maturation, où on a le backlog du produit, et en fait, le PO va venir petit à petit déposer les besoins, les écrire, etc. S'il y a besoin de les designer, de les mettre dans cette colonne-là pour que le designer sache qu'il a ça à faire, etc. Donc, c'est vraiment tout un workflow qui permet d'arriver jusqu'au ready. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait un management visuel, qu'on peut imaginer comme ça, ou maintenant, forcément à distance, il y a des outils type Miro, etc. Mais la logique reste la même. L'objectif, c'est d'avoir de l'information et qu'en un coup d'œil, en fait, en fonction des codes couleurs, etc., qu'on sache exactement où en est l'équipe. Pour tout le monde. Encore une fois, il faut imaginer ça affiché sur un mur. Donc, en fait, n'importe qui au sein de l'entreprise est capable de voir ce que l'équipe X fait à l'instant T, en toute transparence. On a le fameux board on chart. Donc, ça, c'est un outil qui permet de suivre la progression de l'équipe sur son objectif de sprint. Et ça mesure du coup le travail et le temps restant avec le travail restant sur le temps disponible. Donc là, vous avez la courbe bleue qui est la courbe idéale, en gros de descente d'items, etc. Et vous avez la rouge qui est
la courbe vraiment réelle. Alors, comment ça se calcule? Chaque item est estimé en story point. Et en fait, l'ensemble de ces story points donne un chiffre. En l'occurrence, là, on doit être autour des 90. Et à chaque fois qu'on a un item, un ticket donc, qui est déplacé à donne, on décrémente du nombre de points. Et donc, des fois, quand ça stagne, c'est qu'il y a quelques jours où on ne livre rien. Quand ça augmente, c'est qu'il y a des tâches qui sont rentrées en cours de sprint. Et ça nous permet en fait d'avoir un outil qui nous permet de voir les dysfonctionnements assez vite au sein d'une équipe pour dire « Oh là, vous êtes en problème, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne vous va pas ?» Donc voilà, c'est un très très bon outil qui n'est pas que pour les Scrum Masters, qui n'est même pas pour le PO, mais c'est vraiment pour l'équipe. L'équipe doit regarder ça en fait. Parce que parfois, il arrive qu'au sein d'une équipe, on dise « Ouais, on a le sentiment que tout va bien », puis en fait, on regarde le burden, il ne se passe rien, il est plat. Et ça arrive très souvent qu'en fait, il n'évolue pas, c'est-à-dire qu'il est comme un peu là autour des 60, où on a les 3 points qui stagnent, sauf que là, vous pouvez l'imaginer pendant une semaine comme ça, et puis le dernier jour du sprint, il descend intégralement. Là, par exemple, c'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'en fait, l'équipe est incapable de délivrer avant la date, et ça, il faut comprendre pourquoi, donc il faut discuter avec eux et essayer d'assouplir peut-être certaines règles qui sont peut-être trop dures aujourd'hui pour eux. Donc, c'est un très, très bon outil que vous verrez tout le temps. Dans Jira, notamment, puisque c'est l'outil le plus utilisé, vous le verrez constamment, cet outil-là. Et il y a même des managers qui vous demanderont en fait, de les sortir, ce que je ne recommande pas. Mais bon, en tout cas, c'est la démarche qui est faite aujourd'hui. On a la double. Alors ça, je vous présente la double boucle. Donc, vous avez sur votre droite la partie on va dire, qui consomme le product backlog, donc avec les sprint planning, les rétrospectives, etc. Donc, on va faire du développement dessus. Et sur la partie de gauche, en fait, on va faire celle qui alimente le product backlog. Donc là, on a des périodes de refinement, on a des revues de backlog qui vont vous permettre en fait de mettre des items dedans, de les supprimer, enfin en gros de réorganiser votre backlog. Il faut savoir qu'un backlog, c'est grosso modo une liste de tâches priorisée qui est plus ou moins définie. Tout ce qui est en haut du backlog, en général, c'est très fin, très travaillé. Il y a de la vision dessus. L'équipe pourrait les prendre demain, que ça ne poserait pas de problème. Et plus on va au fond du backlog, plus c'est du besoin très flou ou des idées qui ont émergé à un moment. Et peut-être qu'on les travaillera, peut-être pas. Donc, en fait, le rôle du product owner, c'est aussi de cleaner ça. C'est-à-dire que des besoins qui n'ont pas été faits au bout de 6 mois, peut-être qu'il faut juste les supprimer. Et si le besoin doit revenir, il reviendra. Donc, on se sert de cette double boucle en fait, pour continuellement en fait, alimenter et consommer ce produit backlog. Le produit backlog ne reste pas figé. C'est la grande différence en fait, avec un cahier des charges, finalement, où un cahier des charges, en début, il est écrit, il prend un certain temps à être écrit, mais à la fin, quand il est en phase de réalisation, il ne bouge plus, ou très peu. Là, aujourd'hui, on peut imaginer vraiment des gros changements au sein du produit backlog, des parties entières qui vont sauter parce que d'un coup, en fait, on se rend compte que les utilisateurs n'ont pas besoin de cette partie-là fonctionnellement. Et donc, on va se concentrer sur d'autres pour pouvoir, encore une fois, avoir un produit qui sert l'utilisateur et surtout ne pas générer de dettes inutiles. Donc, on va rentrer sur la definition of ready et definition of done. Donc, la ready, c'est en gros du product backlog juste avant le sprint planning et s'assurer en gros que les items que le product owner va proposer sont bien prêts à être réalisés. Et on va voir après un exemple. Et le done, c'est à partir de quand en fait on estime que le travail est terminé. Et ce n'est pas le développement, j'insiste, c'est l'intégralité du travail. Et là, on peut aller vraiment très très loin. 2 exemples, definition of ready. Donc, on peut dire que l'item, il est compris par l'équipe, l'item a été estimé et l'item tient dans un sprint. Parce que si par exemple votre ticket, vous êtes sûr que vous ne le feriez pas en 2 semaines, c'est qu'il est trop gros, il va falloir le redécouper. Là, vous pouvez aussi dire que l'item est passé en backlog refinement. Vous pouvez dire que les 4 tests sont bien écrits. Vous pouvez dire, enfin, tout ce dont vous avez besoin pour démarrer une réalisation. On peut même imaginer que les maquettes sont dedans, par exemple. Dans le cas des frontistes, on peut dire, OK, est-ce qu'on a les bonnes maquettes? Parce que si on démarre un besoin sans ça, je ne suis pas sûr qu'à la fin, ce soit vraiment intéressant de le mettre en prod, quoi. Et la definition of done, encore une fois, c'est l'inverse, mais à partir de quand en fait on a terminé la tâche. Et là, ça va être les critères d'acceptation dans l'exemple, ils sont OK. Le code a été revu. Donc, on a fait du code review avec quelqu'un. Donc, ça, c'est OK. L'US est disponible sur un serveur de test parce que dans le cas présent, on peut le mettre que sur un serveur de test, mais on peut voir des environnements jusqu'à l'après-prod, en fait. Il y a des gens il y a même des entreprises qui poussent en live, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, là, dans le cas présent, on dit OK, l'item, il est disponible sur un serveur de test. Et l'intérêt, c'est que du coup, ce besoin-là, on peut le diffuser à l'ensemble des parties prenantes pour dire est-ce que vous pouvez valider notre besoin, en fait? La documentation a bien été mise à jour.
Donc, en fait, une fois que l'équipe a fait son développement, etc., si elle coche toutes ces cases-là, on peut être en mesure de dire, OK, notre besoin est terminé et on n'en parlera plus. Donc, c'est aussi un garde-fou. Et ça évite surtout les besoins qui sont pris un peu à l'arrache. Encore une fois, l'agilité aussi a un peu une image de ouais, on peut tout faire, on est agile. Non, c'est un cadre de travail qui est quand même assez rigoureux et on évite justement ces zones de à l'arrache entre guillemets pour justement avoir des definition of ready, du done, de rien bouger pendant le sprint planning, etc. Donc, on est vraiment dans cette notion aussi de qualité, même de bout en bout de la chaîne, pas seulement juste au niveau du développement, mais tout ce qui se passe en amont, c'est aussi une notion de qualité qu'on essaie de s'imposer. On va parler estimation. Alors, les estimations, en agilité, on les fait souvent avec une notion qui s'appelle le story point, ou je ne sais plus comment il s'appelle en français, j'ai un trou de mémoire. Je crois que c'est le point, le point utilisateur, mais je sais plus comment il s'appelle ce truc. Alors, historiquement, en cycle en V, on estime, chiffre, pardon, en jour homme. Bon, pourquoi pas. En agilité, on va parler en story point. Et le story point, c'est une mesure relative de l'effort à fournir pour délivrer une fonctionnalité. Le story point ne se rapporte pas directement au temps. En fait, n'oubliez pas, un besoin doit être rempli dans un sprint. C'est ça votre mesure de temps. À partir du moment où vous rentrez dans un sprint, vous êtes capable de l'adresser dans le temps imparti, que vous mettiez 2 jours ou 5 jours à le faire, c'est un peu votre problème. C'est peut-être que c'est trop gros pour vous, etc. Mais en tout cas, si ça rentre, on est bon. Ça, c'est le principal. Un exemple d'effort, c'est quelle quantité de travail ce besoin couvre-t-il, incluant encore une fois toutes les activités, le test, la mise en prof, la mise à disposition, est-ce qu'on respecte la définition de job done, etc. Donc, c'est quoi le volume de travail? C'est quoi la complexité? Est-ce que les règles, on les comprend bien? Est-ce qu'elles sont complexes à intégrer? Est-ce qu'elles sont nombreuses? Quels sont les risques aussi? Et surtout, quelles sont les incertitudes? Parce qu'en fait, on se rend compte que des fois, quand on arrive en affinage, l'équipe fait « Ouais, mais comment on fait ça? Est-ce que ça, c'est comme ça ?» Et il y a beaucoup de questions. Donc ça, va falloir aussi être capable de l'estimer, de se dire finalement, qu'est-ce qu'on sait qu'on ne sait pas? Est-ce qu'on a des dépendances aussi? Ça, c'est très important parce que souvent dans les tâches, vous aurez des dépendances avec des tiers. Et ça, il faut être capable de les estimer pour se dire, est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est une dépendance qui est toute légère et qui, en une demi-journée, s'est levée, donc on ne va pas vraiment en parler, quoi. Donc voilà, tout ça, en fait, ça permet de mesurer un story point. Et alors, l'échelle de story point qu'on prend, c'est la suite des Fibonacci. Donc, c'est 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, et après, je ne sais plus parce qu'en gros, on ne va pas plus loin, souvent. Et en gros, pourquoi cette 8 ? Elle s'explique en fait grâce à sa croissance exponentielle. C'est-à-dire que si on avait fait une suite qui se suivait de justement 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre 3 et 4, il n'y a aucune différence. On ne se dit pas, mince, c'est beaucoup plus important. Entre 3 et 5, déjà, on est quasiment à x2 en termes de volume de travail. Donc là, ça devient énorme. Imaginez que quand, par exemple, vous estimez un item à 1 et que la fois d'après, vous estimez un item à 2, ça veut dire que l'item à 2 est 2 fois plus important en charge de travail que le premier. Donc, si on arrive à des estimations comme 13, ça veut dire que comparé à un item à 1, il y a 13 fois plus de charge de travail dessus. Et là, c'est énorme. Donc, du coup, d'avoir cette croissance exponentielle, ça illustre bien la relation entre la complexité d'une tâche et l'incertitude à l'estimer. Plus on monte dans la suite de Fibonacci, plus finalement, moins on a de certitude sur le fait qu'on est capable de vraiment le faire. Si on arrive à du 13 et du 21, je connais peu d'équipes qui arrivent à le passer sur un sprint de 2 semaines. J'en connais pas beaucoup. Et c'est souvent des équipes qui, finalement, quand on regarde bien, elles ne savent pas vraiment bien estimer. Leur référentiel d'estimation, il est un petit peu biaisé. Donc, il faudra le revoir. Mais souvent, quand on arrive sur des éléments à 8, etc., déjà, on commence à avoir une certaine complexité qui s'installe. Et là, le rôle du Scrum Master, notamment, c'est de le creuser, en fait, d'aller le creuser avec le Product Owner et l'équipe pour être sûr qu'il n'y a pas des loups, finalement, et de comprendre pourquoi l'équipe a du mal à estimer ça. Et donc, plus la charge de travail d'une tâche est grande, plus l'incertitude est grande. C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez gérer des inconnus et vous allez les découvrir en cours de sprint, ce qui est assez dramatique. Un effort important n'est pas facilement quantifiable et on sait seulement qu'il sera important. Donc, on va se dire, OK, on met 13 dessus, on sait juste qu'effectivement, l'effort, il est monstrueux dessus. Mais on n'en a pas encore la mesure et la teneur. On va le découvrir. Et si on le prend en sprint, on va le découvrir en cours de sprint, ce qui est un problème. Pourquoi on ne fait pas de jour homme en agilité ? Enfin, oui, en agilité, globalement. Pour une raison simple, c'est que quand on estime un jour homme, en fait,
la seniorité a son importance. Un senior ne va pas chiffrer de la même façon une tâche qu'un junior. En agilité, ça, comme la notion de temps, comme la notion finalement de connaissance, etc., elle est lissée avec l'équipe, on va essayer de trouver finalement une espèce d'entre-deux. On peut imaginer 3 personnes qui estiment, il y en a une qui est assez experte et 2 autres qui sont un peu plus juniors. Sur une même tâche, la personne la plus compétente va dire moi je mets 2 et puis les autres vont peut-être mettre 5 parce qu'ils ont un peu d'incertitude, etc. dessus. Et puis après, ils vont rediscuter. Et peut-être qu'au final, ça va tomber autour de 3 parce qu'ils ne savent pas qui va le réaliser. Et donc, ils se disent, comme ça, au moins, on est serein sur notre vélocité, on sait qu'on n'a pas vraiment de souci avec ça, on n'aura pas de risque. On ne cherche pas à être précis quand on estime, on cherche juste, encore une fois, à évaluer la charge de travail. Et donc, effectivement, si un junior l'apprend, il aura un petit peu plus de charge de travail du fait de cet inconnu-là qu'un senior qui, lui, effectivement, va dérouler la tâche naturellement. Mais donc, ça permet quand même à l'intégralité de l'équipe de pouvoir estimer. Ce qui est en jour homme, on peut avoir des très très grandes différences et ce qui n'est pas forcément très pertinent. Et encore une fois, la notion du temps, la seule échelle qu'on a à retenir, c'est que ça tient dans un sprint. Gestion de produits. Alors ça, on va passer sur quelque chose rapidement. En gros, sachez qu'on démarre toujours d'une vision de produit pour arriver vers l'élément le plus petit qu'on connaît aujourd'hui, c'est la user story. La notion d'épique, elle existe en Scrum. Les épiques, c'est des grandes thématiques au sein d'un produit. Je sais pas, ça pourrait être se connecter, par exemple. Et puis dedans, en fait, on aurait plein de user stories pour répondre à ce besoin de se connecter. La notion de feature en Scrum n'existe pas, en tant que telle, en tout cas, mais elle est souvent là dans les entreprises. Donc, vous aurez souvent Epic, feature et story comme niveau de hiérarchie. La feature, en fait, elle vient souvent de l'agilité à l'échelle. C'est-à-dire que quand on fait travailler plus d'une équipe en Scrum, souvent la notion de feature apparaît. Je ne sais pas trop pourquoi ça arrivait comme ça, mais voilà, en tout cas, c'est un peu le feedback que je peux vous donner. Et donc voilà, donc on arrive toujours on part de la vision pour descendre vers le niveau le plus petit et le plus réalisable et le plus compréhensible qu'est la user story. La construction d'un product backlog. Donc, le product backlog, c'est une liste priorisée d'items à développer et à améliorer. Donc, j'insiste sur le terme d'items. Ça peut être des bugs dedans. D'ailleurs, vous aurez des bugs. Et ces bugs-là sont à prioriser au même titre qu'un besoin fonctionnel. Si votre bug, il est dans une entreprise de ce qu'on appelle, je sais pas, de niveau 1, c'est le niveau hyper important. Donc, en fait, celui-là, il n'est même pas discutable. Il doit être embarqué avec un niveau de priorité extrêmement haut dans votre prochain sprint. C'est évident. Et il y a même des bugs qui rentrent en cours de sprint. C'est-à-dire que si c'est un bug de prod, on n'attend pas le sprint planning d'après pour le prioriser. On va le charger. Le product backlog, c'est un artefact qui est vivant. Il évolue en permanence. Comme je vous disais, il y a des éléments qui vont remonter, redescendre, supprimer. Enfin, vraiment, ça vit. C'est vraiment totalement différent de la partie cahier des charges qu'on connaissait historiquement, où là, c'est figé et c'est un accord qui est scellé entre la réalisation et la partie cliente. Là, aujourd'hui, non. Au contraire, ce besoin-là, il va constamment évoluer pour essayer d'avoir une priorité et coller au maximum aux souhaits utilisateurs qu'on peut rencontrer. Construire un product backlog, on va utiliser ce qu'on appelle la norme DEEP, donc qu'il soit détaillé, estimé, émergent, priorisé. Donc, détailler, les items du product backlog sont détaillés avec leur juste niveau de détail, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout écrire dans un niveau de détail incroyable, on va juste essayer d'écrire les items les plus importants très finement, et puis le reste, plus ça va aller, plus on va construire. À la fin, c'est même une ligne, ça peut être une idée, genre faire un formulaire de contact, ça peut être juste ça, et on ne sait pas comment on va le faire, mais on s'en moque, on a l'idée, quoi. Donc vraiment, on va détailler et on va décider justement au dernier moment d'écrire ou non ces fonctionnalités-là. Donc on va éviter justement de gâcher du temps à tout écrire précisément. Ça ne sert à rien. On va vraiment essayer de se concentrer sur l'écriture au fur et à mesure en fonction de ce qui nous arrive comme besoin. On va l'estimer, évidemment. Les items du product backlog, ils doivent être estimés de manière plus ou moins précise en fonction de leur priorité. Un item peut être priorisé tout au long de sa vie jusqu'à temps d'être embarqué en sprint planning. Et la dernière estimation, c'est celle qu'on retiendra. Avant, c'est juste un ordre d'idée pour savoir un peu la compréhension qu'a l'équipe sur cet item demandé. Il est émergent, donc encore une fois, ce n'est pas statique et il doit pouvoir évoluer en fonction des besoins qui arrivent et qui commencent à être découverts au fur et à mesure. Et il est priorisé. Et en fonction de critères, alors valeur métier, complexité, effort, une règle de calcul entre la valeur métier / divisé par la complexité. Là, c'est un peu libre en fonction des entreprises, des contextes. Mais en tout cas, un product backlog, il démarre de l'item le plus important vers l'item le moins important. Toujours. Hop. Alors, construction d'un product backlog. On va rentrer un peu dans la user story. Le fameux en tant que rôle, je souhaite faire tel élément afin de. La user story, c'est un outil simple pour faciliter la communication au sein d'une équipe. C'est pas un cahier des charges.
une user story. C'est réellement un outil de communication. Ça contient juste une description courte et structurée d'une fonctionnalité. On ne va pas rentrer dans un niveau de détail. N'oubliez pas, le product owner ne décide pas du comment. Donc en fait, normalement, dedans, on n'aurait pas de solution. C'est à vous, en tant que développeur, de trouver cette solution et de l'identifier en fonction de ce que vous connaissez, de ce que vous savez faire et un peu des contraintes techniques que vous avez sur votre produit. Une user story, une façon de spécifier, et j'insiste sur le guillemet, beaucoup, j'avais pas d'autres termes en tête, un besoin fonctionnel. C'est essentiellement une méthode de communication au sein d'une équipe agile. Une user story est exprimée selon la matrice rôle-fonction. Donc effectivement, en tant que rôle, alors le rôle, c'est un persona, hein, c'est, je sais pas, en tant que voyageur, je souhaite pouvoir afficher mon voyage détaillé afin de rentrer chez moi. Et le F1.2, il est très important. Beaucoup aujourd'hui de user story, ils oublient un peu le F1.2 et du coup, on ne sait pas pourquoi on le fait, quoi. Et en fait, le risque qu'il peut y avoir derrière, c'est qu'on développe un besoin finalement qui ne réponde à rien. Alors qu'au moins, avec ça, on est sûr de pouvoir en discuter déjà. Et donc, l'objectif de cette carte de communication, du coup, on va utiliser les 3 C de Ron Jeffries. Alors, Ron Jeffries, c'est un agiliste qui a conçu, si je ne dis pas de bêtises, la notion d'user story. Donc, c'est une carte qui sont traditionnellement écrites sur des cartes ou des post-it. Donc, déjà, on ne va peut-être pas pouvoir s'étendre si on écrit ça sur un post-it, qui encourage une conversation. Elle exprime clairement et simplement l'objectif attendu pour cette fonction. Donc, du coup, ça va être aussi à l'équipe et au product owner de discuter un peu de comment ils voient les choses, chacun avec leur fonction. Je rappelle, l'équipe de développement sur le comment et le product owner sur le pourquoi. Donc, en fait, ils vont essayer d'échanger là-dessus pour essayer de s'aligner, de se mettre d'accord. Et à la fin, ça donne une confirmation. On va ajouter les éléments qui permettront de valider que la user story fournit le service attendu par le client. Un des éléments qu'on va pouvoir ajouter, c'est les critères d'acceptation. Les critères d'acceptation, c'est en gros une vision utilisateur qui ne doit pas proposer de solution, qui ne doit pas être interne à la fonction. Une astuce, par exemple, que je peux vous donner, qui moi, en tout cas, m'a aidé quand j'étais PO, quand j'ai eu ça, c'est on peut les écrire sous la forme de vérifier que. Vérifier que, je ne sais pas, on est dans un champ de connexion de password, vérifier que les passwords de la forme 1, 2, 3, 4 sont bannis, par exemple. Donc, on va essayer de venir comme ça, challenger un peu l'acceptation, avec des critères d'acceptation pour cadrer un peu le besoin et se dire, en fait, quand on remplit ces critères d'acceptation-là, le besoin est terminé. On est bon. Donc, en fait, ça évite aussi de partir un peu dans tout et de se dire, on va juste limiter à ces cas de test. Et peut-être qu'il y a des cas de test qu'on va oublier. Ça fera l'objet peut-être d'une amélioration ou d'une nouvelle user story, et on continuera finalement à la faire juste évoluer. Les user stories répondent à une norme, et celle-là, elle est très compliquée à maintenir, qui s'appelle l'invest. Alors, j'ai mis investir parce qu'en vrai, quand on utilise ce framework-là, on est sûr en fait d'avoir des user stories qui tiennent vraiment bien la route. Et le premier, c'est qu'une user story doit être indépendante. La dépendance est néfaste pour les estimations et les priorisations. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait prendre le backlog, dans l'idéal, on pourrait prendre le backlog dans n'importe quel sens, n'importe quel US, on pourrait la réaliser sans être dépendant d'une autre US au sein du backlog. Ça, pour moi, aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu. Jamais. Je ne sais même pas si ça existe en vrai. En tout cas, en 5 ans d'accompagnement, je n'ai jamais vu ça. Je l'ai vu à des très beaux niveaux, vraiment, où globalement, on va dire 90% des US étaient indépendantes. Mais il y a toujours des moments en fait, où il y a des petites dépendances et qu'on ne peut pas faire A si on ne fait pas B. Ça ne marche pas ensemble et on est obligé de faire les deux. Donc ça, c'est vraiment un moyen très compliqué pour le faire. Après, encore une fois, c'est un objectif et c'est un peu ce vers quoi on doit tendre. Donc c'est quand même bien de l'imprimer sur des équipes et de se dire, tenez à ce moment-là, parce qu'en fait, quand on analyse quand même fréquemment, on peut faire des user stories indépendantes l'une de l'autre. Ça demande juste un effort de découpage et parfois de glisser une technical stories, donc un élément juste purement technique pour débloquer une user story et éviter d'avoir effectivement des besoins qui se traînent ensemble, quoi. Une bonne user story, elle doit être négociable. Les user stories, effectivement, ne sont pas des contrats écrits dans le marbre. Encore une fois, j'insiste, il n'y a pas de solution dans une user story. C'est à vous d'en discuter avec le product owner. Elle doit avoir de la valeur et valorisante pour les utilisateurs et pour les clients. Effectivement, si elle ne traîne aucune valeur, elle n'a aucun intérêt. Donc, autant pas la faire. Si c'est quelque chose qui n'intéresse personne, ne le faisons pas. Elle doit être estimable, effectivement. L'équipe de développement doit pouvoir être capable de l'estimer. Elle doit être suffisamment petite. Donc,
encore une fois, on revient sur le scindé des grandes user stories en une user story plus petite. Ça permet notamment de réduire son risque et surtout, en fait, pour le product owner, ça a une bonne vertu, c'est capable si on prend, par exemple, une US A8, c'est compliqué après de pouvoir avoir un backlog, en fait, enfin, un sprint backlog, pardon, qui ait du sens. Si demain, par exemple, cette US A8, on la split en 3 ou 4 US qui vont chacune porter 2 ou 3 en termes d'estimation, le PO a peut-être besoin d'une partie de cette US-là et pas forcément de tout à un moment donné. Et donc, il va dire, bah, moi, je vais prendre ces 3 US-là parce que celle-là, elle me porte la valeur aujourd'hui et le reste, je le ferai ultérieurement. Et ça me permet d'adresser un autre besoin en parallèle. Donc, du coup, ça te permet aussi d'avoir une plus grande homogénéité aussi au sein des sprints. Et une user story, idéalement, il faut qu'elle soit testable. Si on ne peut pas la tester, comment savoir si elle a été implémentée correctement? Ça paraît bête, mais on voit beaucoup, très souvent, en fait, quand on leur dit comment on le teste, la réponse, c'est bah, on le testera quand on aura fait l'autre user story. Donc là, c'est génial parce que du coup, on est dans un effet de dépendance absolue. Et en plus, on n'est même pas capable de tester que sur le sprint 1, on a fait quelque chose de propre, quoi. Donc là, on est aussi dans un cas pire. Mais pour moi, le plus compliqué à atteindre reste encore la notion d'indépendance. Créer un backlog indépendant, c'est pas forcément évident, surtout dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, où on s'intègre des fois avec des parties ailleurs. C'est pas forcément évident. Et il nous reste 2 slides et je suis plutôt bien. J'aurai à peu près une vingtaine de minutes pour vos questions si vous en avez. Je vais vous donner juste rapidement un exemple de user story avec Citymapper notamment. Et du coup, bah, j'ai pris une ancienne vie et une ancienne ville qui était Paris, j'en suis désolé. La story, le titre, c'est l'objectif, c'est de voir les itinéraires d'un trajet. Et elle se définit comme ça: en tant que voyageur, je peux voir les itinéraires pour un trajet afin de gagner du temps dans mes déplacements. Le scénario de test, donc là, c'est le suivant. Le scénario, c'est voir les itinéraires pour rentrer à la maison. Et il s'écrit sous: étant donné que je suis le voyageur Fred et que mon domicile est situé à 30 rue Beaurepaire dans le 10e et que mon point de départ est le 156 boulevard Haussmann, Paris 8, alors quand je demande les itinéraires pour rentrer à la maison, alors on me dit que les itinéraires les plus rapides sont les suivants. Et donc là, on a le transport 1, transport 2, le temps de trajet à chaque fois. Et donc, c'est ça qu'on va venir tester. Ça, c'est notre cas de test. C'est-à-dire qu'à minima, en fait, on doit avoir ces résultats-là. Si on ne les a pas, on a un souci. Donc là, l'exemple, il est un petit peu faussé parce qu'en fait, ça peut varier si votre... Enfin, quoi qu'on peut les moquer encore. Mais si, par exemple, je ne sais pas, il y a une grève ou juste un accident sur les lignes, le 26 minutes, il est déjà mort. Mais bon, c'est juste encore une fois à titre d'exemple, c'est qu'en gros, on doit être capable de reproduire avec cette US-là le cas de test que le product owner et l'équipe ont vu ensemble. Et le deuxième exemple, c'est le personnaliser son expérience utilisateur. En tant que voyageur identifié, je veux personnaliser mon expérience utilisateur afin de gagner du temps dans mes trajets récurrents. Le scénario: indiquer l'adresse de mon domicile. Étant donné que je suis le voyageur Fred, quand j'indique que mon domicile est situé à rue Beaurepaire dans le 10e, alors je vois l'adresse rue Beaurepaire a bien été pris en compte dans mon domicile. Les critères acceptance: je vois la nouvelle adresse dans un champ de recherche et mon pictogramme représente une maison qui indique mon adresse sur une carte. Voilà, ça c'est un exemple d'user story où normalement une équipe serait capable de l'estimer, back et front, hein, j'insiste, hein, serait capable de l'estimer et serait capable de l'embarquer en sprint puisqu'elle a été avec des critères acceptance, elle a un scénario de test. Alors c'est très simpliste hein, parce qu'en vrai, il y en aurait beaucoup plus de scénarios de test. Mais voilà, là on est sur un exemple de user story qui peut se suffire à elle-même. Donc on est très très loin d'une spec, très très loin. Là, on a juste effectivement discuté d'un besoin. Et comment ça se passe dans un sprint, une user story? Bah, normalement, l'équipe de dev va discuter constamment avec le PO pour savoir en fait si on part sur cette voie-là ou cette voie-là. Tous les jours, c'est très très souvent en fait le PO va être entre guillemets perturbé par l'équipe de réalisation qui vont lui dire bah moi sur ce besoin-là en fait bah voilà j'ai fait ça et donc en fait on va lui faire presque une démo en live du besoin où on en est pour lui dire bah là j'ai fait ça, est-ce que ça te correspond, etc. Et du coup bah, le PO va être capable de dire oui ou non, est-ce que bah, et surtout si c'est non, qu'est-ce qu'on fait derrière, et d'incrémenter en fait quasiment en live pendant le sprint le besoin et de l'affiner. Donc du coup finalement la validation du PO à la sprint revue, elle a déjà été faite pendant le sprint. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. C'est-à-dire que l'équipe effectivement décide du pourquoi, mais tout au long en fait du déroulé et du développement pendant le sprint, elle va être en interaction avec le product owner pour valider en fait qu'elle va bien dans la bonne direction. On est sur des besoins petits, donc s'il y a une erreur, on peut la corriger assez rapidement. Encore une fois, on ne part pas sur quelque chose de très très lourd. Donc logiquement, on peut le corriger vraiment rapidement si le product owner dit non, en fait là le besoin t'es pas du tout dedans. Au pire, on a perdu une journée de dev. C'est pas très grave. C'est dommage, mais c'est pas très grave. Et j'en ai fini.
Du coup, est-ce que vous avez des questions sur la deuxième partie ou même sur la première s'il y a des questions qui vous sont venues entre-temps? C'était clair. Cool. Ouais. Est-ce qu'il y a des points où vous souhaitez qu'on aille un peu plus loin? Je sais pas, sur Notion User Story, des fois, ça peut coincer un peu parce que c'est pas forcément quelque chose d'assez limpide et surtout dans les contextes, ça peut varier. Est-ce que sur les événements, autour de l'affinage, autour, je sais pas, des rétrospectives, du sprint planning, etc., n'hésitez pas. Moi, j'avais Ouais, surtout, est-ce que, Vas-y, je t'en prie. est-ce que tu pourrais donner des exemples de ce qu'on peut faire pendant les rétrospectives, justement, pour animer ces rétrospectives Ouais, de manière alors attends. efficace? De manière efficace. Attends, je vais essayer de te trouver ça vite fait. Là, il faut que je te le montre, c'est assez... Pardon, je te tutoie, mais je suis désolé, hein, mais... Scrum. Aucun souci. Hop. Je vais essayer de faire ça assez rapidement. Voilà. On peut avoir, par exemple, un format type glad, sad, mad. Du coup, ce qui m'a rendu triste, heureux et furieux, par exemple, c'est 3 colonnes. Et en fait, les équipes, on va leur dire, tu vas mettre... je sais pas, on va limiter à 3 tickets en fait maximum, et vous pouvez mettre 3 tickets sur Glad, sur SAD ou sur MAD, ou les dispatcher comme vous voulez. Et c'est juste pour avoir un peu une sensibilité un peu sur ce que vous avez vécu pendant votre sprint. En fait, ton atelier, quand tu vas le concevoir en tant que Scrum Master en fonction de ce qui a été vécu par l'équipe et ce que tu veux surtout faire émerger. Donc du coup, tu peux faire un atelier comme ça qui est très sur l'émotionnel finalement. Et moi, j'en ai fait beaucoup sur du Glad Sad Mad parce qu'il y a des moments, par exemple, des tensions dans l'équipe ou des trucs comme ça. Et il faut les faire émerger. Il faut surtout les faire travailler parce que ça sert à rien de garder quelque chose qui va pourrir l'équipe parce qu'on a des comportements parfois qui vont renfrogner un petit peu et qui, du coup, vont casser un peu la communication, etc. Ils vont se remettre un peu dans leur coin. Donc, il faut vraiment le purger au moment de la rétrospective. Donc, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être des choses qui vont être allées vers un speedboat où, en gros, le speedboat, c'est le bateau représente l'équipe et on va avoir des risques, on va avoir des freins et on va avoir un objectif et on va avoir des vents qui nous portent et on va essayer de les identifier en équipe. Et du coup, après, on va travailler sur les risques et sur les freins. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lever ce frein-là ou pour éliminer ce risque pour atteindre notre objectif? Voilà, c'est tout un tas de choses en fait qui vont faire aller de l'avant de l'équipe vers des problématiques que le Scrum Master a envie de travailler ou en tout cas qu'il a identifiées. Ça, c'est sur les équipes qui sont entre guillemets peu matures. Et c'est pas du tout péjoratif de ma part. Après, c'est vrai que sur les équipes souvent matures, elles vont pas attendre la rétrospective pour en discuter. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont faire souvent ce que moi, sur les équipes que j'ai eues, qui j'ai accompagnées pendant 2 ans, à la fin, en fait, les équipes faisaient des quick rétro. Pendant le sprint, dès qu'elles avaient un problème, en fait, elles partaient 30 minutes en rétrospective et elles revenaient avec une idée, quoi. Et elles débloquaient leur sprint comme ça. Voilà, ça, c'est pour les équipes qui sont très agiles. Mais on va dire que pour celles qui démarrent, faire ces formats de rétro un peu ludiques, ça permet aussi déjà de pas être dans un point de réunion un peu statique aussi, quoi. Ça permet aussi de s'amuser, de se libérer et d'aller chercher les actions concrètes, etc. Et après, à la fin de la rétro, ce qui est important, c'est qu'on a des porteurs d'actions. C'est pas forcément des gens qui vont les faire, mais elles vont s'assurer en tout cas que l'équipe a réalisé cette action. Et c'est pas forcément le Scrum Master. C'est-à-dire que ça peut être un dev, ça peut être un PO, ça peut être qui a envie de prendre cette action et qui va s'assurer qu'elle va être réalisée par l'équipe. Voilà. Donc c'est pas juste une réunion en l'air, comme je sais pas, par exemple les Rex, souvent, les Rex à la fin des projets, c'est 6 mois. Il s'est passé 6 mois et à la fin, en fait, on fait un Rex de 6 mois de travail. Moi, j'en ai fait dans ma vie, je me rappelle même pas ce qui s'est passé le premier mois. C'est oublié, en fait. Je focus que sur les 2 derniers mois max. Et en général, c'est là où c'est parti un petit peu en live, où ça frictionne. Et du coup, on retient que les mauvais moments, quoi. Et à la fin, on fait bon, c'était bien. Et on repart. Là, en rétrospective, on part avec un plan d'action et on va le challenger. Et à la fin, limite, on va mettre des KPI dessus pour s'assurer que ça fonctionne. Et une KPI, ça peut être juste, est-ce que l'équipe est plus heureuse comme ça ou pas? C'est une donnée. C'est une donnée qui est peut-être imparfaite, mais c'est une donnée. Et il vaut mieux avoir une donnée peut-être imparfaite que pas de donnée du tout. Donc voilà, donc les rétrospectives, c'est très très large. Tu peux rencontrer les Scrum Masters qui te lancent des rétrospectives thématiques en fonction du moment de l'année. Genre c'est Halloween ou n'importe quoi, ils vont te lancer une rétrospective Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment. Mais l'objectif, encore une fois, c'est d'avoir de l'amélioration continue. Et c'est de dire à l'équipe, on va pas se prendre la tête, on est là aussi pour s'amuser. Donc j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Ouais, du coup, tout à l'heure, tu parlais de technical stories. Alors, du coup, ça n'est pas Oui. très creusé, mais si je comprends bien, c'est un point technique qui va être en parallèle d'une user story dans le backlog et qui va être un point nécessaire. Ça ne peut pas venir du product owner, ça va forcément venir de l'équipe de dev qui, elle, a la vision technique de la chose, non? Oui, 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 oui. En gros, si un product owner fait des technical stories, c'est un problème. C'est un vrai problème. Parce qu'en fait, il ne doit pas être technique. C'est contre-productif. L'objectif, effectivement, c'est qu'à un moment, l'équipe, et encore une fois, ça peut être de la dette technique, hein. Ça peut être une technical stories autour d'une dette technique, d'une réduction de dette. Et ça va être une liste de technical stories, par exemple, très très précise pour adresser un sujet en particulier où on sait que là, notre code, il n'est pas clean, quoi. Et il faut le réduire parce que, je ne sais pas, dans tant de sprint, on sait qu'on a une fonctionnalité qui arrive et qui va toucher cette partie-là. Et on va galérer si on ne le fait pas maintenant. Donc voilà, effectivement, ça vient des devs. Et c'est pour ça que je dis, les devs écrivent dans le product backlog. Simplement, ils ne priorisent pas. Par contre, à eux de discuter avec le product owner, de dire on a besoin de ces éléments-là pour pouvoir avancer. Alors après, ça ne se fait pas d'un point de vue technique, ça se fait au point de vue valeur. C'est-à-dire, en fait, moi, ce que j'aime bien dire aux équipes quand elles ont du mal à le présenter, c'est de dire explique au product owner le risque de ne pas le faire. C'est quoi le risque? Si tu dis au product owner on a une dette technique, 90% du temps, le product owner il va te dire je m'en fous, quoi. Enfin, moi, j'ai des besoins, j'ai une roadmap, j'y vais. Oui, c'est une vision court-termiste, c'est mignon, c'est sympa. Donc, c'est pas un product owner au passage, parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, il doit adresser cette dette technique, donc c'est important de l'avoir en tête. Donc, en fait, là, si on commence à lui parler autrement, à lui parler avec ses codes à lui, et de dire, en fait, le risque de ne pas faire ça, c'est qu'on risque d'avoir une faille de sécurité qui peut nous faire perdre, je sais pas, 40% de notre base de données, par exemple. Là, tout à coup, le product owner, il peut plus l'ignorer, quoi. Il peut plus ignorer ce problème-là. Et donc, il faut être capable de s'adapter à son dialogue à lui, à ce qui va le toucher en termes de discours. Et c'est là aussi où c'est assez compliqué souvent et que le Scrum Master doit essayer d'accompagner les deux parties, c'est de se dire comment en fait on fait en sorte de s'écouter. Parce qu'effectivement, historiquement, il y a une dette technique. Bon, ouais, il y a une dette technique, quoi. On le fera ultérieurement. Et en fait, en gestion de produit, en fait, on l'intègre au sein des sprints et on en prend. Une équipe, en fait, est capable de dire aujourd'hui, sur notre produit, on a tant de pourcents de dette technique. Si une équipe n'est pas capable de le dire, c'est qu'il y a un souci. Donc, en fait, une équipe Scrum, quand on la monte en accompagnement, on leur demande en fait de dire quelle métrique vous pouvez nous donner pour pouvoir estimer votre dette technique aujourd'hui. Et donc, si la dette technique elle a explosé, c'est évident qu'on ne va pas faire de nouvelles fonctionnalités à un moment. À un moment, on va s'occuper de la réduire, cette dette technique. Parce que sinon, de toute façon, à un moment, l'équipe ne pourra plus produire du tout. Et je pense qu'à mon avis, les utilisateurs ne sont pas forcément heureux d'avoir des bugs dans tous les sens, quoi. Et le It's not a bug, it's a feature, ça reste qu'une blague, hein. C'est pas du tout, c'est pas du tout une réalité, quoi. Donc voilà, donc effectivement, la technical story fait partie de ça. Après, il y a aussi une notion de spike qu'on appelle. Alors, il y a beaucoup de termes anglais, hein, je suis sincèrement désolé, mais il y a beaucoup de termes anglais. Le spike, c'est on doit travailler sur une fonctionnalité, mais on ne connaît pas du tout comment ça s'intègre. Typiquement, je sais pas, on doit intégrer un moyen de paiement. L'équipe n'a jamais fait ça de sa vie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une espèce de découverte technique qu'on va estimer dans le sprint planning en jours, là, pour le coup. On va dire, on va y passer maximum 2 jours, jusqu'à 4 jours max, pour essayer de découvrir, en fait, comment intégrer l'élément qui nous bloque. On va le faire. Une fois qu'on a la connaissance, le sprint d'après, si on ne peut pas le charger pendant le sprint en cours, le sprint d'après, on va charger l'item qui nous manquait. Et hop, on sera capable d'intégrer un moyen de paiement. Donc voilà, il y a beaucoup de choses en fait après où là je vous ai vraiment présenté la base de base de base. Vraiment. Encore une fois, la formation dure 2 jours, c'est un poil plus complet que ça. Un poil plus complet. Donc là, j'ai vraiment fait du condensé. Il y a énormément de termes que je n'ai pas abordés volontairement. Je me suis juste concentré sur ce que je présente aux équipes pour au moins démarrer. Là, en gros, demain, je vous accompagnerai. Là, je vous dirai, c'est bon, on va démarrer demain, quoi. Et on démarre. Voilà. Là, vous serez capable de partir avec ça. Et le reste, on le découvre en chemin. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Stéphane? Moi, j'ai une question. Ouais, Ah, moi aussi. Oh, pardon, vas-y. Allez-y, non, allez-y. Oui, merci. Du coup, moi, j'avais une question concernant les user stories. On a vu tout à l'heure qu'elles pouvaient être très simples avec juste une petite description, un cas de test et des critères d'acceptance. Moi, j'ai bossé dans différentes boîtes et en fait, elles avaient des méthodes différentes de travailler. Les premières, elles avaient une espèce de grand confluence en fait où elles avaient toutes leurs spécifications et ensuite elles faisaient des liens en fait dans les descriptions des user stories vers les
points qu'elle voulait développer. Et dans les autres, en fait, il y avait... elles n'avaient pas de confluence du tout et elles écrivaient toute la description de la story dans la story en question. Le problème, c'est que ça faisait des fois des stories à rallonge et c'était hyper lourd en fait à lire et à comprendre. Du coup, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des best practices en fait au niveau de la méthode à utiliser? La best practice, c'est... pas vraiment une best practice, mais le conseil, c'est de ne pas spécifier. C'est-à-dire que là, par exemple, dans le premier exemple que tu me donnes, et c'est un exemple qui est très classique, hein, crois-moi, tu n'as pas travaillé dans quelque chose qui était nouveau en fait. C'est malheureusement un travers, c'est que quand tu viens du cycle en V, tu es habitué à spéquer comme un forcené parce qu'en fait, c'est ça qui va te permettre de sceller ton accord en fait. C'est-à-dire que tu ne peux rien oublier, rien. Tu n'as pas droit à l'erreur en fait parce que contractuellement, tu es très engagé. En agilité, c'est un petit peu différent. Déjà, les besoins, une user story, il faut comprendre le besoin. Si on parle en jours, maximum 4 jours, il est réalisé, quoi. Tout compris, hein. Test, mise sur un environnement, etc. C'est grand maximum 4 jours. Donc, normalement, ça n'a pas apporté beaucoup de spécifications en l'état. Il faut comprendre que des fois, moi, j'ai pas mal, pour avoir fait beaucoup de PO, j'aimais bien en fait me limiter même à 2 jours, tu vois. Vraiment, me dire, ok, ce besoin-là, il peut être intégré dans son ensemble en 2 jours. Du coup, tu n'as pas besoin de spéquer, quoi. La best practice, c'est juste, est-ce que le besoin est compris? À la limite, ce qui est intéressant, c'est qu'après un affinage de backlog avec l'équipe, c'est que pendant ça, en fait, on note ce qui se dit, notamment sur les règles métiers, etc., de creuser certains éléments. Ça peut être intéressant parce que ça permet encore une fois d'apporter de la qualité à la user story. Maintenant, si c'est d'écrire des quantités de texte, etc., pour un besoin énorme, enfin, tu vois, qui paraît énorme comme ça, peut-être que la pratique, en fait, c'est que le besoin est trop gros et qu'il faudra le redécouper en watt milliards de user story pour rentrer dans quelque chose qui est tout petit finalement. Donc la best practice, c'est juste keep it simple, quoi. Voilà, gardons-le le plus simple possible parce qu'une user story, c'est pas un cahier de spec, c'est encore une fois un moyen de communiquer avec l'équipe. Voilà. Après, qu'il y ait la doc dans Confluence, évidemment qu'il en faut. Comment on s'organise? Là, ça dépend. Moi, je sais que par exemple, il y a des devs qui écrivent leur partie technique. Donc ça, il y a pleine organisation parce que j'y comprends pas grand-chose et que je me prétends pas être technique du tout. Par contre, pour la partie fonctionnelle, j'aime bien porter les règles métiers et les critères d'acceptance au niveau de la feature, pas au niveau de la user story. La user story, c'est trop petit et faut comprendre que quand ta user story est rédigée, tu peux la prendre et jeter le ticket, hein. En vrai, tu pourrais le supprimer de Jira, il n'y aura pas de problème. Ça marcherait pareil. Parce que si demain, tu as une évolution qui arrive, c'est un nouveau besoin qui rentre. C'est pas une évolution. En fait, on n'utilise même pas le terme d'évolution en agilité. C'est un nouveau besoin. Donc, tu le portes au niveau de la feature, c'est-à-dire une fonctionnalité un peu plus lourde. Typiquement, sur les Pix connectés, tu pourrais mettre les différentes règles métiers que tu as, les différents critères d'acceptance, les cas de test, etc. Ça a de la valeur de le mettre dans Confluence. Après, de mettre un pavé, etc., c'est un travers d'entreprise, malheureusement. Et ça, c'est aux agilistes en fait, de travailler avec eux pour essayer de réduire ça, en fait, de leur dire ça ne sert à rien. Et de leur expliquer pourquoi en fait, elles perdent du temps au passage. Parce qu'elles consomment beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Ok, ça marche, merci beaucoup. Mais c'est un combat. Hein. C'est un combat. Oui, déjà. Oui. Pour avoir remonté le problème plusieurs fois, c'est vrai qu'ils sont pas très réceptifs. Oui, j'ai pas fait beaucoup de clients où ça a marché vraiment très très bien. Voilà. En fait, ils se rassurent. C'est comme de le mettre. Tu vois, tu dis, ils mettent tout dans Jira, par exemple. La vraie question, moi, pour l'avoir fait plusieurs fois, c'est de demander en fait, mais pourquoi vous mettez tout ça là? Et en fait, la réponse, 9 fois sur 10, c'est pour te dire, si des fois on en a besoin, pour le retrouver. Il y a à peu près 10 millions de tickets dans Jira. Si tu arrives à retrouver ta référence, chapeau, quoi. Voilà. C'est exactement ça. C'était exactement le même problème aussi pour ceux qui utilisaient le Confluence avec toutes les specs. C'était pour une question de traçabilité. Voilà, donc il faut de la doc. Après, il faut la organiser différemment. Et en fait, faut surtout, je pense, la faire quand le besoin est finalisé, quand la feature est terminée. Pas quand l'US est terminé. L'US est trop petit. Et donc, je pense qu'il faut le faire à un niveau au-dessus, un peu plus gros. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Je crois qu'on avait une autre question. Ouais. Et ça sera sûrement la dernière avant de quitter. Ouais, Julien, je te laisse aller. J'ai une question concernant la définition des user stories et surtout les interactions entre le product owner et l'équipe qui doit déterminer la difficulté potentielle ou le temps nécessaire pour faire ces user stories. Quel genre de conseils tu donnerais aux développeurs ultra débutants qui du coup n'ont pas forcément l'expérience pour estimer correctement ces user stories?
Ce qu'on fait en général pour l'estimation, en fait, c'est d'en prendre quelques-unes et d'essayer en fait de dessiner une. Ah, j'ai plus le terme là. En gros, de mettre 1, 0, 1, 2, 3, 5, 8 sur une table en fait, et de se dire, ou sur un truc numérique, peu importe en fonction du contexte, et de se dire en fait c'est laquelle, c'est parmi les US qu'on a, laquelle est la plus simple et la plus facile à réaliser. Et en fait, on va la positionner. On va se dire, OK, on la met sur 2 par exemple. Parce que comme ça, on a un qui reste encore atteignable et on a le 3 après derrière. Donc on est capable après de pouvoir comparer. Et après, on en prend un autre besoin, on va dire, comparer à celle qu'on a aujourd'hui qui est à 2, combien d'efforts de travail supplémentaires ça mérite? Est-ce que c'est une fois plus, 2 fois plus? Est-ce que c'est la même charge de travail, etc. En vrai, il y a pas de vraie façon d'estimer. D'une équipe à l'autre, en fait, ça change. Mais par contre, en fait, en tant qu'agiliste, on essaye toujours de leur dire, OK, on va essayer de créer votre référentiel d'estimation. On part toujours d'un premier point. On se dit, bah, OK, tu as estimé une US, c'est bien. Maintenant, on va venir comparer. Et donc, plus on va estimer, plus finalement notre référentiel va grandir et plus on aura moins de difficultés et plus on va commencer à être précis dans notre estimation. C'est-à-dire qu'au début, quand on va mettre un 2, bah, on ne sait pas trop. Mais en fait, au bout du moment où on a fait, je sais pas, 10, 15 US et qu'on en a 5 ou 6 qui sont à 2, on sait que ce 2-là, en fait, il a une forte valeur. Et on sait que ce 2-là, on est capable même de le réaliser limite en des fois une journée, etc. Donc, il faut toujours démarrer sur quelque chose et de prendre le cas le plus simple. Et moi, j'aime bien le positionner sur 2, quitte à ce qu'après, je redéplace l'intégralité du référentiel quand je vois qu'il y a des écarts un peu trop larges, etc. Je dis à l'équipe, OK, on va redécaler d'une case le référentiel dans son ensemble. Et du coup, bah, celle qui était à 2 passe à 1. Et puis, bah, on élimine comme ça un petit peu, quoi. Mais pour moi, le cas le plus simple, c'est de se dire, OK, on prend parmi un certain nombre d'US, la plus simple qui nous paraît à réaliser, celle sur laquelle l'équipe a aucun doute et est capable de la réaliser très rapidement et de se dire, bah, on la positionne à 2 et après, toutes celles qui vont venir vont être en comparaison avec la première. Et on va la positionner sur la suite et puis bah, petit à petit, notre référentiel va se constituer. Et après, il faut juste être d'accord. Le conseil que je donne aussi, c'est que moi, j'aime bien en fait dans les estimations, souvent, des fois, on peut avoir des 1, tout le monde est à 3 ou 5, on a un 1 et un 13. 13 et 1, je les vire parce qu'en fait, c'est forcément en fait soit ils ont manqué quelque chose, donc en fait, ils sont pas forcément viables. Et si on traîne beaucoup entre 3 et 5, moi je dis à l'équipe, vous embêtez pas, on garde 5 et c'est tout. Voilà, on reste encore une fois, gardons ça simple, le plus simple possible. C'est-à-dire que si l'équipe hésite aussi entre 2, prenons le plus haut. Ça, c'est pas forcément engageant là-dessus. Il faut que ça reste simple et compréhensible. Il ne faut pas que ça soit un outil où on essaie d'être très précis parce que finalement, on essaie juste d'estimer notre charge de travail et ça peut un peu varier d'un contexte à l'autre. Donc, pas forcément très pertinent de vouloir avoir cette précision-là, en tout cas au départ. L'important, c'est que l'équipe soit alignée sur le fait que ça rentre dans un sprint ou pas, que les cas ils soient alignés sur la difficulté que ça a à réaliser ou pas, que les inconnus soient bien identifiés en équipe et qu'ils aient une façon de s'organiser dessus. C'est ça le plus important. Le problème pour moi, c'est pas la volonté d'être trop précis, c'est le risque d'être trop flou. C'est plus ça. Flou sur l'estimation? Ouais, c'est de se dire, je n'ai absolument aucune idée du temps nécessaire pour faire tout ça, donc ce sera fait comme ce sera fait. C'est éviter cet extrême-là. Bah, en fait, le truc, c'est de se dire déjà, est-ce que ça rentre dans votre sprint? Est-ce que vous pensez que ça rentre dans l'itération? En vrai, unitairement, tu pourras avoir une personne qui te dit, ouais, ça rentre pas, etc. Et unitairement, ça pourrait fonctionner. Maintenant, en fait, on fonctionne en équipe. Et donc, l'équipe se porte garante sur l'ensemble. Donc, quand tu as 3, 5 membres qui commencent à te dire oui, non, oui, non, oui, non, ça commence à discuter. Et en fait, ils vont naturellement en fait, trouver un compromis et s'aligner dessus. Voilà. Et donc, à la fin, ils peuvent très bien dire non, ça rentre pas. Et donc, bah, on va la retravailler. Et des fois, ils la retravaillent en live et puis bah, finalement, ils arrivent à en rentrer une partie. Ou ça rentre et puis voilà pourquoi. Et après, c'est encore une fois, c'est à eux de trouver aussi leur rythme. Donc, il n'y a pas vraiment de risque. Le seul risque que je pourrais voir, c'est que l'équipe charge. Mais bon, même pas, parce qu'en fait, ça se ferait sur un sprint. Mais en gros, que l'équipe charge et qu'en fait, elle n'ait aucune conscience de ce qu'elle charge. Mais au pire, ça dure un sprint. Et à la fin du sprint, en fait, on voit que les items n'ont pas été au bout et c'est une problématique qu'il faut adresser. C'est-à-dire qu'en rétrospective, on peut dire, OK, moi, je vois ce problème-là, comment on l'adresse? Le fait de ne pas aller au bout, ça veut dire que vos items sont trop gros ou en tout cas qu'il y a quelque chose qui vous bloque pour réaliser ça. On est sur une structure apprenante en Scrum. Hein. Donc, les équipes qui terminent pas leur sprint, c'est fréquent. C'est assez fréquent, surtout en début, en fait. Ok, merci. Et du coup, effectivement, le commentaire là, que j'ai vu, ça reste une estimation, effectivement. C'est juste une estimation. Tout comme le jour homme, d'ailleurs. Ça marche.
Bah, écoute, merci beaucoup Stéphane pour Merci ta à vous chouette pour intervention l'accueil. qui était très complète. Même si c'était une introduction rapide par rapport aux formations que tu fais en temps normal. Ouais, mais là, vous avez les bonnes bases en tout cas. Là, c'est ce que je pourrais faire. Je le ferai juste en plus long. En gros, dites-vous qu'en général, en agilité, on fait une journée, voire une grosse demi-journée de formation. Et après, on décolle. En fait, l'idée, c'est de projeter les équipes directement dedans, quoi. Et puis, on va s'amuser, on va apprendre ensemble. Ok. Et ben top. Je vois qu'il y a des merci dans tous les sens dans le chat. Merci à vous, c'était cool. Merci. Et puis, à bientôt. Et puis, bon après-midi à toi et puis à vous tous. Merci, bonne continuation à vous. Merci. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Bon après-midi. Au revoir. Merci. Merci.